Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des réponses. Droit des réponses est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la confusion qui règne autour de la mise en liberté provisoire de Amogu Belinga et de Maxime Ekoeko dans l'affaire Martinez-Zogo, pour reprendre la une de Radio France Internationale samedi matin. Alors que des documents supposés provenir du juge d'instruction du tribunal militaire et portant libération de Léopold Maxime Ekoeko et Jean-Pierre Amogu Belinga circulaient sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, écrit Panorama Papers, une note du dit juge d'instruction est venue nier l'authenticité du premier document. Cette note adressée au commissaire du gouvernement a amené ce dernier à écrire au régisseur de la prison principale de Yaoundé pour lui signifier que Amogu Belinga et Maxime Ekoeko restent en prison. Comment comprendre cette confusion? Faut-il y voir de la manipulation, de l'hésitation? Ce premier document est-il vraiment faux? Y a-t-il eu manipulation? Si oui, à quelle fin et au profit de qui? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? Pourquoi cette confusion? Et parlant justement de confusion, il y en a eu à l'Assemblée nationale. André Noël Essian, nommé secrétaire général de la Chambre basse du Parlement, dans une confusion totale, écrit le journal L'Indépendant. Allusion faite à l'imbroglio observé à l'Assemblée nationale au sujet des mouvements au cabinet du président de l'Assemblée nationale. La confusion s'est poursuivie cette semaine avec le blocus de la session par des députés de l'opposition. S'appuyant sur les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés du SIF, de l'UMS, du PCRN, de l'UDC, amenés par Jean-Michel Nitieux, ont empêché au Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir accès à la tribune de l'Assemblée nationale où il devait présenter les grands axes de la loi de finances 2024. Motif du blocus, le délai de 15 jours avant le début de la session pour apporter le projet de loi au Parlement n'a pas été respecté. Comment le gouvernement peut attendre la dernière semaine avant la clôture de la session budgétaire pour apporter le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale? N'est-ce pas du mépris? Quel temps auront les représentants du peuple pour examiner ce texte de 15 000 pages afin de l'adopter en toute connaissance de cause? L'examen de la loi de finances n'est-il finalement qu'une formalité? Pourquoi c'est si difficile de respecter les lois dans notre pays? Les lois ne sont-elles finalement que des loisirs, comme le disait l'artiste? Et l'interdiction du congrès du PCRN prévue à Kribi en est une parfaite illustration de la violation de la loi du 19 décembre 1990 sur les manifestations et réunions publiques au Cameroun. C'est une énième atteinte grave aux libertés publiques et une émission inacceptable dans le fonctionnement interne d'un parti politique légalisé, a écrit Maurice Kamto dans un tweet. Qu'est-ce qui fonde le sous-préfet de Kribi 2 à interdire une manifestation publique d'un parti politique légalisé? La notion de dissension interne susceptible de trouver gravement l'ordre public tient-elle? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses de ce dimanche 3 décembre 2023. Conviés sur ce plateau de Droit des réponses que nous ferons en deux parties. Le premier panel cela sera essentiellement constitué des techniciens du droit. J'introduis donc sur ce plateau Tchèque Ali Assad. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Duval, bonjour à mes copanélistes et surtout bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. C'est vrai que vous portez de temps en temps sur ce plateau la casquette de militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais pour cette première partie de cette émission, nous vous convions comme avocat au barreau du Cameroun pour édifier les téléspectateurs sur cet imbroglio qu'on a observé depuis quelques heures au sujet d'une vraie fausse libération ou d'une fausse vraie libération. En tout cas, on le verra avec nos invités sur ce plateau. J'introduis également Maître Georges Teguem. Bonjour Maître, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour au panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'échanger avec mes confrères cet après-midi. Merci de m'accueillir. Voilà, on vous connaît également comme militant du RDPC sur nos plateaux, mais nous vous convions dans cette première partie comme avocat au barreau du Cameroun. J'introduis également Maître Kawejo. Bonjour. Bonjour Monsieur Duval, bonjour mes copanélistes, bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de m'inviter sur votre plateau dans ce moment aussi critique pour la République entière. Voilà, vous êtes avocat, avocat au barreau du Cameroun et conseil de la famille Martinez-Zogo dans cette affaire-là. Edmond Kamgia, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour copanélistes.
je renouvelle mes salutations amicales, cordiales et fraternelles aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Edmond Kanga, je voudrais vous permettre de planter le décor en quelques secondes avant de donner la parole aux techniciens. On se souvient qu'en janvier dernier, on retrouvait le corps de Martinez Zogo dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir ici, puisque cela a fait le tour des réseaux sociaux, ça a fait le tour du monde. Et quelques semaines après, en mars précisément, un certain nombre de personnes étaient placées, n'est-ce pas, en garde à vue dans le cadre de cette affaire, dans le sens de rechercher, n'est-ce pas, la vérité. Alors, ces dernières heures, il y a eu des rebondissements dans cette affaire, notamment cette confusion autour d'une ordonnance qui aurait été signée par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé et pour laquelle on cherche toujours à comprendre exactement ce qui s'est passé. Effectivement, l'opinion publique nationale et internationale suit de près l'actualité sur l'affaire relative à l'assassinat de notre confrère Martinez Zogo. Et les informations qui circulent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, embrouillent parce qu'il y a une véritable confusion qui règne, parce que d'une part, on voit un document qui circule, une ordonnance qui, visiblement, pour dire les choses de manière très claire, montre quelque part, signé, n'est-ce pas, du juge d'instruction militaire, que pour la manifestation de la vérité, il n'est plus nécessaire de garder deux des principaux suspects dans l'affaire, deux des principaux accusés dans l'affaire. Et les noms sont bien indiqués dans ce document. Et puis par la suite, un autre document circule, signé du même juge d'instruction militaire, qui visiblement va à l'encontre de ce premier document, et on apprend finalement qu'il s'agit que le premier document est un faux, qu'il n'a jamais été question que pour la manifestation de la vérité, que M. Amougou Belenga et que Maxime Eko se retrouvent en liberté. Donc voilà en réalité, pour dire de manière claire, simple ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors, Maître Calvin Diop, vous êtes, on va dire, partie prenante dans cette affaire, puisque vous défendez les causes, les intérêts de la famille Martinez Zogo dans cette affaire. De façon précise, vous qui êtes acteur, quels sont les derniers développements par rapport à ce dossier ? Du moins tels que vous les connaissez. Alors, les derniers développements dans ce dossier sont aussi simples. Nous en étions aux phases de confrontation. Donc, il y a eu une confrontation entre M. Danoué et M. Eko. Il devait y avoir une confrontation entre M. Danoué et M. Amougou Belinga. Je ne sais pas si ça a eu lieu, mais les informations que j'ai à ce stade, c'est-à-dire qu'on est encore en attente de cela. Ouais. Confrontation auquel, d'ailleurs, nous, parties civiles, le Code de procédure pénale, exige que nous soyons présents. Mais nous n'avons jamais été convoqués à ces confrontations. Donc on n'a pas été en mesure de poser des questions à ces différentes mises en cause au regard des éléments que nous savons dans le dossier. Est-ce qu'il est possible que cela ait eu lieu en votre absence ? Possible. Okay. Possible sans que, effectivement, possible que cela ait eu lieu. Oui, parce qu'il y a 8 jours par là, en tout cas quelques jours, le journal Kalara, qui est un journal spécialisé dans les questions en rapport avec la justice, annonçait justement cette confrontation pour les tout prochains jours. Oui, mais la confrontation, c'était entre M. Danoué et M. Eko. Ouais. Pas celle entre M. Amougou Belinga et M. Danoué, qui devait intervenir parce qu'il y a eu d'autres auditions entre-temps. Durant toute la semaine dernière. Il y avait même d'autres qui sont prévus à compter de demain. Donc c'est à ce stade de la procédure que nous sommes. Donc nous ne sommes pas à un stade, nous ne sommes pas à l'issue de cette instruction qui doit, au regard du code de procédure pénale, durer 18 mois légalement. Donc ce qui fait qu'on est déjà interpellé par la survenance d'une telle ordonnance à ce stade de la procédure. Parce que pour vous, à ce stade de la procédure, on ne peut pas y être. On ne peut pas, du moins... dans une ordonnance comme celle qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Exactement, parce que si vous voulez, les peines qui sont encourues par ces différentes mises en cause, c'est soit la peine de mort, soit la prison à vie. Et le code de procédure pénale est clair. Il ne peut y avoir libération quand on encourt ce type de peine. Aujourd'hui, on nous dit, finalement, ils sont libres. Mais quel est l'acte qui les sort de l'infraction pour laquelle ils sont placés sous mandat de dépôt? Mais rappelé tout à l'heure qu'il y a un document qui a circulé dans lequel on voit que le juge d'instruction a indiqué
de façon précise qu'en l'état actuel des choses, les garder encore en prison n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité. J'entends bien. Mais le débat d'ailleurs qui se pose actuellement sur la place publique, c'est est-ce que cet acte est un acte régulier ou c'est un acte apocryphe? On va y arriver, mais je voudrais d'abord savoir, vous en tant qu'acteur, partie prenante dans cette affaire-là, de votre point de vue, est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes informé, par exemple, de cette possibilité de libération Nous ne sommes pas informés. Je veux dire, là, je suis en train d'expliquer la partie civile dans ce dossier depuis le début. Elle est mise de côté. Le seul moment où nous avons même pu consulter le dossier, et c'était encore au forcing, c'était quand la veuve de Martinez Zogo a été auditionnée en mois de mai, le 9 mai précisément. En dehors de ça, à part les visites de courtoisie qu'on rend aux magistrats, où on essaie de glaner quelques informations, nous sommes mis de côté. Donc on n'a pas le suivi régulier, quotidien. Vous avez suivi comme tous les autres. Comme tout le monde, j'ai appris. Et j'ai même appris qu'on a notifié au président de la République, alors que moi, qui suis parti, je n'étais même pas au courant de cela. Oui, c'est vrai qu'il y a un des avocats qui a indiqué ça. Voilà. Alors je reviens à vous, maître Georges Teguem. Il y a donc cette actualité. Je rappelle pour la gouverne de nos téléspectateurs que ce qui nous préoccupe, c'est l'information, c'est l'éducation, puisque nous avons un devoir d'information et d'éducation. Il n'est nullement question ici, n'est-ce pas, de commenter une procédure judiciaire en cours ou de faire quoi que ce soit. C'est qu'il y a une confusion qui règne dans l'opinion publique et nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne des téléspectateurs sur la question. Donc, nous ne sommes pas en train de nous intéresser à la question de fond et tout ça, mais ce qui nous amène à faire ce plateau, c'est d'amener les gens à comprendre exactement qu'est-ce que la loi prévoit en pareille circonstance sur les situations que nous sommes en train d'évoquer. Alors, M. Georges Teguem, est-ce qu'il est possible qu'un juge d'instruction donne main levée pour reprendre les termes qui sont les vôtres en tant que juriste, que dans une situation où il y a quelqu'un qui est en garde à vue ou en détention provisoire, que le juge d'instruction ordonne sa libération? Quand c'est le cas, comment est-ce que cela se passe? Quel est le process? Quelle est la mécanique qui est mise en place? Parce que là, on dit qu'il y a un document qui a circulé. Après, on a un juge d'instruction qui dit que bon, le document qui a circulé n'est pas authentique. Comment ça se passe très souvent? Écoutez, le juge d'instruction a des pouvoirs reconnus par la loi. Ouais. Et il peut même d'office ordonner la mise en liberté. Ouais. C'est son pouvoir. Ouais. Donc c'est un pouvoir discrétionnaire qu'il apprécie. Dans le cas qui nous intéresse, et puis, comme l'a dit tout à l'heure si brillamment mon confrère, effectivement, lorsque la peine d'emprisonnement est supérieure à 10 ans, en principe, c'est un peu compliqué. Mais bon, comme vous savez, je préfère la prudence du juriste. Ouais. La prudence parce que, en même temps, la loi lui donne des pouvoirs d'ordonner d'office, et en même temps, la loi dit que lorsque la peine encourue est supérieure à, il ne peut pas. Donc, je sais une chose, c'est que les juges d'instruction apprécient au cas par cas et il leur arrive de prendre des décisions. Je ne veux pas rentrer dans le cas qui nous intéresse parce que la procédure est pendante. Ouais. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais mon confrère, de ce qu'il a dit tout à l'heure, moi je pense que le courrier sans lequel le document a été fait me paraît être le plus juste. Le plus probable. Oui, le plus juste. Bon, maintenant, en attendant que les choses se font, je ne vais pas juger le comportement d'un confrère qui défend une des parties dans le dossier et qui s'est exprimé, parce que, comme vous le savez très bien, la stratégie de défense appartient à l'avocat, et moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas qualité pour apprécier ce qu'il dit. Ouais. Il y a un confrère aîné, ancien bâtonnier par ailleurs, qui défend une des parties et qui s'est exprimé sur la question en disant qu'il aurait été notifié. Moi, je pense que c'est un avocat qui défend son client. Mais comment ça se passe exactement dans ce cas? Est-ce que la notification telle qu'il l'a décrite, est-ce que c'est exactement comme ça que cela se passe? S'il faut notifier, il faut notifier à celui qui détient la personne. Parce que, excusez-moi, vous prenez une ordonnance, vous demandez de libérer. Vous saisissez plutôt les personnes qui doivent libérer. Le commissaire du gouvernement pour la levée d'écrou et éventuellement le régisseur de la prison. Pas l'avocat. Enfin, il peut être notifié parce que c'est quand même son client. D'accord. Mais je veux dire, vous voulez obtenir la liberté de quelqu'un, ce n'est pas l'avocat qui le détient. C'est le commissaire du gouvernement qui ordonne la levée d'écrou et c'est le régisseur de la prison qui exécute la levée d'écrou. Alors on peut donc comprendre pourquoi est-ce que dans cette confusion, le juge d'instruction militaire a écrit au commissaire du gouvernement, lequel commissaire du gouvernement à son tour a écrit au régisseur de la prison principale de Yaoundé pour lui dire, écoutez, compte tenu de ci et de ça, il n'est pas question que les deux personnes subventionnées soient remises en liberté. Vous voyez bien que
sur le plan de la technique du droit, les magistrats sont comportés comme des magistrats. Et puis, contrairement à ce qu'on dit souvent, les magistrats chez nous sont suffisamment outillés et bien formés par la République. C'est une fierté nationale pour nous tous que nous ayons des avocats aussi, ou alors des magistrats aussi bien structurés, qui savent à qui on écrit, comment ça se passe. Et c'est ce que vous dites là, vous savez, vous ne pensez pas si bien le dire. Je suis très heureux de voir qu'on travaille comme ça dans mon pays. Je suis toujours très fier de constater que la République structure ses citoyens, ou alors forme ses usagers, forme son personnel, et que ça se passe ainsi. C'est très bien mis en musique, c'est très bien mis en musique, si on veut regarder simplement les conditions de forme dans lesquelles les choses sont passées. Maintenant, tout ce qui est dit sur le fond, je ne vais pas rentrer dedans parce que, comme je vous ai dit encore, la procédure est pendante. Mon confrère me mettait très gentil, parce qu'il allait quand même loin en disant que dans le cas de l'information, il n'y a pas ceci, l'information judiciaire chez nous est secrète. Ok. Alors, Maître Tchekali Assad, vous qui regardez avec un peu plus de recul cette affaire-là, est-ce que ce n'est pas grave qu'on soit dans une situation où on soupçonne un pareil document d'être un fake? Oui, c'est scandaleux. Pas qu'on soupçonne. Il est établi que cette ordonnance, elle est fausse. Voyez-vous, je ne suis pas dans le dossier. Mes commentaires sont basés sur les éléments qui ont été mis à la disposition du public. Certains acteurs se sont exprimés à l'instar des conseils des inculpés. Et tous, unanimement, déclarent qu'ils ont été notifiés par le greffier d'instruction. Pour la gouverne de vos téléspectateurs... Mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que la loi l'a prévu. Et si vous le permettez, je vous lis la disposition textuelle. D'accord. L'article 153 du Code de procédure pénale, en son alinéa 3, paragraphe A, dit « Les notifications ont lieu à personne ». Et plus haut, l'alinéa premier dit le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure. C'est-à-dire que vous, justiciable, lorsque c'est le greffier d'instruction qui vous remet un acte, il y a cette présomption légale que cet acte est authentique. Je comprends la position des différents conseils qui s'offusquent aujourd'hui parce qu'ils ont reçu l'acte de la personne désignée par la loi pour le leur remettre. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. À aucun moment, un acteur de ce dossier n'a affirmé avoir reçu cet acte des mains du juge d'instruction. Mais unanimement, tous disent que c'est le greffier d'instruction du juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé qui leur a notifié cela. Mais est-ce que le greffier peut délivrer un acte qui soit faux, Maître Tchekali Assad? Oui, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est absolument scandaleux pour nous les juristes, mais pour vous les spécialistes des médias, vous savez que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du droit. Autant où la pègre dictait sa loi, par exemple en France, dans les années 80, 90. Des greffiers fabriquaient des ordres de libération et faisaient sortir les purs truands de la prison de Baumettes. Beaucoup de greffiers d'instruction en France se sont retrouvés en prison pour avoir fabriqué des ordres de mise en liberté. La seule question aujourd'hui intéressante d'un point de vue de droit, c'est de savoir, est-ce que ce greffier, lorsqu'il notifiait cette ordonnance, est-ce qu'il savait si cette ordonnance est vraie ou si elle est fausse? Aujourd'hui, la personne la plus intéressante au Cameroun, c'est ce greffier. S'il ne le savait pas, il dira par où, par quel canal il a obtenu cette ordonnance. Mais Maître Tchekali, dites-nous, nous sommes dans une audience. Il y a une audience qui vient de s'achever, il y a une décision qui est rendue. Et le juge qui a rendu la décision vous appelez ça une minute. Oui. Quelle est la suite? Le procès, c'est quoi pour qu'on arrive à la libération de l'individu? S'il est établi effectivement qu'il y a peut-être un non-lieu ou je ne sais pas quoi. Comment ça se passe concrètement dans la praxis? Lorsque la décision est rendue,
le greffier d'instruction, c'est toujours le greffier d'instruction, il prend une copie de la décision. Il laisse la minute dans les archives du tribunal. Oui. Il prend une copie qu'il notifie au procureur de la République ou au commissaire du gouvernement. Parce que c'est le commissaire du gouvernement qui fait exécuter l'ordre de libération. Il notifie une copie de l'ordre de libération à l'intéressé, à la personne poursuivie. Oui. Et très souvent, lorsque la personne est détenue, on le fait extraire et avant de l'extraire, on avise son conseil. Les deux se retrouvent au greffe et on notifie à la personne intéressée l'ordre de mise en liberté. Mais toujours est-il, et il faut que nous soyons d'accord sur une chose. Il faudra déterminer à quel moment cette ordonnance est apparue et par quel canal elle est passée pour tomber entre les mains du greffier d'instruction. Parce que, au-delà des textes légaux et tout, il y a des règles qui gouvernent la pratique dans les parquets. Je peux vous assurer que lorsqu'un magistrat signe une minute, la minute ne lui appartient plus. Mais avant de la minute appartient désormais au greffe. C'est lui qui l'a rédigé, c'est lui qui l'a signé, c'est son œuvre intellectuelle, mais ça appartient au greffe. Mais il ne s'en dessaisit pas. C'est contre décharge du greffier qui vient prendre la minute entre ses mains. Et le greffier qui prend, lorsqu'il doit remettre ça soit chez le greffier en chef ou soit l'archivé, il exige une décharge. Pour vous dire qu'à partir du greffier d'instruction, il sera très facile de déterminer l'origine de cette ordonnance qui aujourd'hui est authentiquement établie comme étant fausse. Alors, peut-être avant de venir à Maître Kalenjo, moi j'ai pris la peine, depuis que les documents circulent, de regarder. Vraiment, je suis profane. Mais quand je regarde les deux documents, j'ai le sentiment que ce soit la note, l'ordonnance qui exige ou bien qui donne, qui annonce la libération des deux, ou que ce soit ce qu'on appelle la note confidentielle que le juge d'instruction militaire a adressée au commissaire du gouvernement. Quand je regarde les deux textes, du moins les signatures, les cachets, les visas et tout ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différences. Alors, avant de revenir dessus, juste un peu mettre du grand moulin de mon confrère, qu'on soit bien d'accord que la notification, il a bien dit, est faite à personne. Oui. On ne notifie pas aux avocats, parce que les avocats ne sont pas concernés. En procédure pénale, du moins les actes concernent la personne individuellement. Ouais. Donc ici, on nous dit, on a notifié aux avocats, ce qui est déjà une hérésie sur le plan de la procédure pénale. Alors, sur la question que vous soulevez, il y a de nombreuses incohérences de forme sur ces différents documents. Ah bon? Effectivement. Quand vous regardez notamment la référence, sur l'ordonnance, en haut à gauche, c'est bien marqué dossier numéro 004, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est écrit DOS, D-O-S. Sur les notifications, c'est indiqué dossier en entier. Sur l'ordonnance, c'est indiqué ordonnance OR et consorts, mais dans les notifications, c'est indiqué notification de l'ordonnance ORD. Ce qui n'est plus du tout le même acte. Ce qui n'est plus du tout le formalisme usité au sein du tribunal militaire. Donc, on regarde l'ensemble de ces éléments, même d'ailleurs, un autre élément, la signature du juge d'instruction. Moi, je ne vais pas les donner ici, mais j'ai des actes du juge d'instruction où la signature, elle n'est pas identique à celle que moi je vois. Ouais. Donc, pour moi, l'ensemble de ces indices-là laisse penser, et encore en rajoutant notamment la question, les deux courriers qui ont été fournis par et le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction, pour moi, j'en aboutis à la conclusion que ces actes sont purement et simplement des faux. Et j'ai plus tendance à croire le juge d'instruction et le commissaire du gouvernement que d'autres personnes dans cette procédure. Maître Tegem, est-ce qu'il est possible pour un juge d'instruction, dans une affaire comme celle-là ou dans toute autre affaire, qui a pris un acte dans le sens justement de la libération d'un individu, de se rétracter? C'est son pouvoir. L'arrêté, c'est que quand il l'a déjà rendu, il est dessaisi. Quand il a rendu, il est dessaisi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la chambre de contrôle de l'instruction, c'est-à-dire la cour d'appel. Immédiatement qu'il a rendu, il est dessaisi. Je vais quand même faire une précision, c'est que mon confrère a dit qu'on ne notifie pas aux avocats. Non, on notifie aux avocats.
C'est écrit dans la loi. La preuve, c'est que lorsque vous n'avez pas élection de domicile dans la ville, vous avez l'obligation de donner un cabinet où les actes doivent être notifiés. Un cabinet d'avocats. On notifie chez les avocats. Sauf que pour l'exécution d'un ordre de mise en liberté, ce n'est pas les avocats qui exécutent. Même l'avocat, vous faites diligence au greffe. Vous voyez le greffier d'instruction, effectivement, comme il dit. Le greffier d'instruction saisit le parquet. Et c'est le parquet qui prend la levée d'écrou en collaboration avec le greffe de la prison. En prison, il y a un service qui s'occupe de regarder les actes de levée d'écrou. Sans levée d'écrou, vous ne sortez pas. Même si le juge d'instruction signe, si le procureur n'a pas libéré, ça devient très compliqué. C'est pourquoi, généralement, les avocats font diligence. Quand il y a même une décision, comme vous avez dit tout à l'heure, qui prononce soit la relaxe, soit l'acquittement, les avocats font diligence au greffe pour que ça arrive au parquet, afin que le parquet fasse la levée d'écrou. Le procureur, le régisseur de la prison ne libère que lorsqu'il voit la levée d'écrou signée par monsieur le procureur de la République ou alors monsieur le commissaire du gouvernement. Maintenant, j'ai entendu effectivement mon confrère Cheikh Ali évoquer un certain nombre de choses qui sont exactes. C'est les greffiers qui prennent les actes du juge d'instruction parce que, en réalité, le juge d'instruction prend des mesures et c'est le greffier qui les formalise. Parce que le greffier est comme, si vous voulez, entre guillemets, le secrétariat du juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il prend l'acte qu'on appelle la minute, il signe, et il appartient au greffier de délivrer ce qu'on appelle les expéditions de ces actes. Et donc, quand le greffier délivre, il transmet au parquet, dans le cas présent, pour l'exécution. Maintenant, la notification faite à un avocat d'un ordre de mise en liberté, c'est pour lui dire, faire diligence au greffe du parquet pour qu'on exécute. C'est ça la notification faite aux avocats. Bien maintenant, est-ce que ça a été fait? Je n'en sais strictement rien, je ne suis pas dans le dossier. Et un avocat s'exprime, il est dans le dossier. Moi, je ne suis pas dans le dossier. Mais lorsqu'un juge d'instruction, restons sur le cas où vraiment ces documents sont les bons. On est sur deux cas de figure. Est-ce qu'un juge d'instruction peut rendre une décision dans ce sens-là et puis après dire qu'il n'a pas fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? Si on dit que vous avez rendu, vous ne l'avez pas fait, vous dites que vous ne l'avez pas fait. S'il l'a déjà fait, il est dessaisi. Est-ce qu'il peut? S'il l'a déjà fait, il est dessaisi. Oui. Quand le juge d'instruction prend une décision de justice, oui, quand il a fini, sa décision peut être appréciée par la chambre de contrôle d'instruction. Quand un magistrat rend une décision, il est dessaisi. C'est pas ça. Non. En fait, le code de procédure pénale est clair. Un juge, et ça va vous permettre d'avoir la réponse à votre préoccupation. Le code d'instruction, le code de procédure pénale est clair. Il dit, même après avoir mis un inculpé en liberté, le juge d'instruction peut à nouveau décider de le remettre sous mandat de détention provisoire si des circonstances nouvelles, s'il estime cela nécessaire. Oui. C'est-à-dire, le juge d'instruction du tribunal militaire peut signer un ordre de mise en liberté à 7 heures, oui, et à 8 heures, souverainement, il décide de placer à nouveau la personne sous mandat de détention provisoire. Dans une autre affaire? Dans la même affaire. Ah, d'accord. C'est les dispositions, je crois, de l'article 229 du Code de procédure pénale. Et vous comprenez que ça répond presque à la question que vous vous posez sur l'authenticité de ce document. Parce que si après avoir signé un ordre de mise en liberté, il s'est ravisé ou il a des remords, il n'avait pas besoin de mentir. Ouais. Il lui suffisait immédiatement de signer encore un nouveau texte. Voilà la disposition. Il dit, l'article 223 alinéa 3 dit, après la mise en liberté, virgule, et si de circonstances nouvelles rendent la détention nécessaire, virgule, le juge d'instruction peut décerner un nouveau mandat de détention provisoire. C'est cette disposition qui me fait croire à 100% à la sincérité du juge d'instruction lorsqu'il dit qu'il n'a jamais signé l'ordonnance qui est en circulation. Parce que la théorie que certains influenceurs et même certains journalistes veulent nous faire croire, c'est que le juge d'instruction a signé un ordre de mise en liberté et après qu'il s'est ravisé et pris de remords, il est en train de renier
son ordonnance. Oui, et je crois que dans le document, effectivement, il y a, je crois que c'est la dernière phrase, hein, par ces motifs, donnant d'office main levée des mandats de détention provisoire décernés à l'encontre des sieurs Eko Léopold Maxime et Amougou Belinga Jean-Pierre, ordonnant en conséquence leur mise en liberté s'ils ne sont pas détenus pour autre cause. Oui, ça c'est juste, ça veut dire, n'est-ce pas? C'est pour corroborer ce que vous avez indiqué. Oui, pour dire qu'il donne... parce que une personne peut faire l'objet de plusieurs mandats de détention dans le cadre de plusieurs dossiers. Et chaque juge ne peut donner mandat, ne peut lever le mandat que lui-même a émis. Concrètement, si le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé avait ordonné la mise en liberté du divisionnaire Eko et du patriarche Amougou Belinga à 8 heures, rien ne lui interdisait de les replacer à nouveau sous mandat de dépôt à 8 heures 1 minute. Il pouvait le faire souverainement. Okay. Donc, pour vous dire, donc, il n'a pas besoin de se rétracter. Tout à fait. Alors, vous voyez que finalement, vous corroborez ce que je disais. Il ne peut pas. Moi, je répète ce que j'ai dit. Lorsqu'un juge d'instruction prend une mesure sur un point donné de droit, il ne peut plus revenir dessus, il n'y a que la chambre de contrôle. Par contre, si à l'occasion de l'information, il constate, il prend une nouvelle ordonnance, c'est une nouvelle ordonnance. Ce n'est plus l'ancienne, il ne se rétracte pas, non. D'accord. Il prend une nouvelle ordonnance. Alors, on va sortir de cette affaire. Edmond Kamgia, de votre position de... On va dire quoi? On va dire, vous êtes comme la voix des téléspectateurs ou du peuple sur le plateau. Qu'est-ce que vous retenez finalement au regard du développement qui a été fait par les techniciens du droit en rapport avec cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous savez, le juge d'instruction militaire dans cette affaire a un rôle crucial. Et vous savez déjà qu'il était très attendu depuis plusieurs mois avant qu'il n'entre en fonction pour s'occuper de ce dossier. Vous savez, tout ce qui a été dit dans les médias privés comme les médias publics au sujet de cette affaire, tout ce qui a été dit depuis l'assassinat jusqu'au moment où il se retrouve dans une situation, jusqu'au moment où les principaux suspects, qui deviennent des principaux accusés, se retrouvent dans une situation de détention provisoire. Et puis, à un moment donné, on avait le sentiment que rien ne bouge. Soudain, hier, on apprend des choses. Et de manière violente. Parce que l'ordonnance qui prétendument vise à mettre en liberté deux principaux accusés a donné lieu à beaucoup de supputations, a donné lieu à beaucoup de commentaires au sein des médias comme au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Vous savez même que RFI, les médias internationaux sont revenus sur cette affaire, ont interrogé les avocats des parties. C'était la confusion totale. Maintenant, que retenir? C'est la question que vous posez. Il s'est passé des choses qui n'étaient pas souhaitables de vivre dans une affaire comme celle-ci. Pourquoi je le dis? Parce que quand, à un moment comme celui-ci, où on s'attend à ce que l'affaire progresse dans le sens de donner la possibilité aux avocats des parties de plaider, par exemple, quand s'ouvre enfin le procès, sachant que le corps de notre confrère, officiellement, il est encore à la morgue. J'espère qu'il est encore là-bas. Il y est toujours. Il n'est pas encore... il n'est pas ailleurs. Il y est toujours. Parce que nous, on a un confrère qui a disparu, on n'a jamais vu son corps. Il s'appelle Samuel Ouazizi. Nous avions annoncé sa mort ici à Equinox. Et la communication militaire avait reconnu qu'effectivement, il était mort. Et ils avaient précisé que sa dépouille se retrouve à la mort de l'hôpital militaire. Mais jusqu'aujourd'hui, la dépouille n'a jamais été remise à sa famille dans l'affaire Ouazizi. C'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait que
toutes les parties concernées, et notamment celui qui a le rôle crucial et dont on attend beaucoup aujourd'hui, le juge d'instruction militaire, gère avec toute la sérénité, tout le professionnalisme ce dossier, pour qu'on n'ait pas, hors de ce pays, l'image que la justice ne fait pas son travail. Il ne faut pas qu'on ait cette image. Parce que nous saurons, le Cameroun, la justice camerounaise sera jugée à l'aune de ce dossier qui préoccupe la communauté nationale et internationale. Voilà ce que je puis dire et conclure que, enfin, il faudrait qu'une communication officielle soit faite dans la mesure du possible au niveau du commissaire du gouvernement ou au niveau du juge d'instruction militaire pour rassurer au niveau des médias et de l'opinion publique que voici la situation réelle. Ok. Alors, Maître Calvé Job, pour vous, finalement, la thèse la plus probable est celle d'un faux document. Qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent retenir dans ce nouveau rebondissement dans l'affaire Martinez-Zogo? Ils doivent retenir que, d'une part, une fois de plus je reviens là-dessus, c'est qu'on notifie les pièces de la procédure aux avocats et les actes aux personnes concernées. Il y a une bonne différence dans ça. Le placement sous mandat est notifié à monsieur tel et un tel, pas à son avocat. En présence de son avocat qui l'assiste, mais pas à son avocat. Donc la main levée, il y a une sorte de parallélisme de forme, la main levée doit aussi notifier à cette personne. Ici, visiblement, ça n'a pas été le cas. Ils doivent comprendre aussi que finalement, et je le dis, c'est ce que je pense, moi, nous sommes là en présence d'une tentative d'évasion. Pardon? Nous sommes en présence d'une tentative d'évasion sur la base d'un document apocryphe. Un document apocryphe, un acte, une ordonnance du juge qui, en effet, n'est pas régulier. On s'est appuyé sur ce document pour faire sortir ces personnes-là de la prison, et Dieu sait, si c'était pas déjà prévu, qui sait si c'était pas déjà prévu de les faire sortir du territoire camerounais. Pour moi, une enquête doit être diligentée, ipso facto, directement, concernant tout ce qui a conduit à l'établissement et à la diffusion ou la notification de cet acte litigieux. C'est important, c'est crucial, non seulement, comme on l'a dit, pour l'image de notre justice et surtout pour l'image de notre pays. Parce que là, nous sommes face à un ultime scandale. Premier scandale qui a marqué la légèreté de nos institutions, c'est l'assassinat de Martinez-Zogo. Le second, c'est vraiment cet acte, je veux dire, pour moi, et je le maintiens, c'est cet acte qui est en fait l'aboutissement, du moins, c'était le chaînon manquant pour cette tentative d'évasion qui, par grâce à la réactivité du commissaire du gouvernement juge d'instruction, a été éventrée, a été stoppée. Donc, voilà ce que moi je voudrais que les téléspectateurs entendent aujourd'hui. Donc une fois de plus, qu'on ouvre diligente une procédure, une enquête sur cet acte-là, et par la suite, nous, clairement, on n'a plus confiance à cette instruction. Ça, je veux dire, la confiance a été entachée. Pour que ça puisse se poursuivre dans les règles de l'art, il faudrait, quelque part, non seulement qu'on instaure une sorte de collège de juges d'instruction. Parce que visiblement, on est dans une situation où soit, je mets des hypothèses, soit le juge d'instruction est totalement corrompu, soit c'est les accusés qui le sont. Mais une fois de plus, au regard de ce que je vois, il ne me semble pas que ça aille, du moins les accusations ou les soupçons doivent aller du côté du juge d'instruction. Mais, malgré tout, son office est entaché. Dans tous les cas, lorsqu'il a été nommé comme juge d'instruction au tribunal militaire, au cœur de cette affaire, les témoignages que nous avons reçus et tout ce que nous avons lu sur lui indiquaient que c'est quelqu'un qui était d'une probité morale vraiment irréprochable. Bon, on va rester là-dessus en attendant, bien évidemment, qu'il y ait des éléments peut-être plus probants qui vous amènent à arriver à cette conclusion. Mais pour ce qui nous concerne, nous espérons que, nous en tenons à ce que nous connaissons de lui et ce qui a été dit et reconnu par les confrères. Alors, Maître Cheikh Ali Assad, qu'est-ce qu'on retient? Oui, je vais renchérir ou même surenchérir ce que vous venez de dire. Le colonel Sikati, je ne sais pas, je ne connais pas ses aptitudes sur le plan militaire, mais dans le milieu juridico-judiciaire,
il jouit d'une réputation que peu de magistrats peuvent s'en prévaloir. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, cette ordonnance, c'est une situation complexe, répugnante, mais dont la solution est simple. Il faut qu'on ait le courage de tirer les conséquences qui s'imposent. Il y a des gens qui voulaient du bien ou qui voulaient du mal aux inculpés, qui, avec ou sans leur complicité, ont essayé de les faire sortir frauduleusement de la prison. Ah, vous avez la même analyse que... Ça tombe, ça coule de source. Mais j'ai bien dit des gens qui leur veulent du bien ou du mal. Ça peut être leurs adversaires ou leurs ennemis qui ont voulu les faire sortir de la prison pour leur faire du mal, on ne sait pas. Mais il faut qu'on retienne cette conclusion. Il y a des gens qui voulaient du bien ou du mal. Avec ou sans la participation de ces deux inculpés, mais il y a des gens qui ont utilisé le sceau de l'État, qui ont falsifié le sceau de l'État pour les faire sortir de la prison. Et M. Edmond Kambia le disait, cette affaire a attiré tous les regards sur notre pays et singulièrement sur l'institution judiciaire. Les autorités qui ont la charge, les autorités qui gouvernent ce pays, devraient prendre des mesures pour que les funestes desseins de ces individus qui seront, je l'espère, identifiés, que leurs funestes desseins soient contrariés et que la justice suive sereinement son cours. Très bien. Nous espérons que cette affaire d'ordonnance, de vraie ou fausse ordonnance, ne va pas venir mettre sous la lumière la vraie affaire Martinez-Zogo, pour reprendre la théorie de Charles Pasqua, qui voudrait que lorsqu'on veut enterrer une affaire, on crée une autre affaire sur l'affaire, dans l'affaire. Merci infiniment, Maître Tchekali Assad, d'être venu sur ce plateau pour éclairer la lanterne des téléspectateurs sur cette question. Merci également à vous, Maître Calvel, d'avoir sacrifié votre dimanche pour apporter cet éclairage aux téléspectateurs. On vous souhaite un excellent dimanche et on espère vous revoir très bientôt sur ce plateau, soit dans le cadre de cette affaire, soit dans le cadre du débat dominical républicain. Nous allons poursuivre Maître Tegem, Edmond Kambia, en espérant le temps peut-être pour les autres de nous rejoindre sur ce plateau, notamment Christian Massoma et Jean-Robert Wafo. Maître Georges Tegem, à côté de cette actualité concernant cette affaire Martinez-Zogo, vous avez certainement vu circuler sur les réseaux sociaux ou bien regarder à la télé, n'est-ce pas, ces images de cette députée qui organise un blocus à l'Assemblée nationale et qui empêche le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre la parole à la tribune de l'Assemblée nationale parce que pour eux, ils estiment que on ne peut pas avoir une session ordinaire de 30 jours et que c'est à 8 jours de la fin de la session budgétaire, une session de surcroît qui est consacrée à l'examen de la loi des finances. Et c'est seulement à 8 jours de la fin de la session que le projet de loi des finances arrive à l'Assemblée nationale. Pourtant, selon les textes, en principe, le Parlement devait recevoir ce projet de loi au moins 15 jours avant le début de la session. Quel est le regard que vous portez sur l'acte qui a été posé par les députés? Est-ce qu'on peut considérer cela comme un acte républicain qui vise à contester de façon légale et même légitime une espèce de bricolage de la part de l'exécutif, ou bien mettez ça sur le compte de la rigolade? Non, je ne dis pas qu'un élu de la nation fait de la rigolade. Moi, je respecte les valeurs, je respecte les règles. Un élu est par essence un démocrate. Et la démocratie se manifeste aussi au sein du Parlement. Donc un élu a forcément au sein du Parlement le droit de s'exprimer, surtout qu'il est dans son rôle de contrôler l'activité gouvernementale. Maintenant, je pense qu'il faut savoir raison garder et rester sur ce qui est convenable de faire. Parce que ce n'est pas parce que un avocat a le droit de rentrer dans une salle d'audience qui paralyse la procédure ou il bloque la salle d'audience. Ça ne se fait pas. Vous avez le droit de rentrer au Parlement, mais vous ne devez pas bloquer le fonctionnement régulier des institutions.
une institution comme l'institution parlementaire doit fonctionner. Et puis, s'agissant de la loi de finances, je suis toujours un peu très surpris par tout ce qui se dit autour, parce qu'il me semble qu'au Cameroun, il y a eu un DOB, un débat d'orientation budgétaire. À cette occasion, les parlementaires étaient consultés. Il me semble également qu'au Cameroun, il y a eu une circulaire de M. le Président de la République relative à la loi de finances. Donc, dit qu'ils sont surpris. Encore que, je ne sais pas, et j'ai eu l'occasion de vous le dire la dernière fois, au Cameroun, il me semble que quelquefois, il y a des confusions malheureuses qui s'opèrent dans la lecture de certains textes. Il faut savoir qu'il y a des textes qui ont une vocation générale, et il y a des textes qui particularisent en spécialisant. Lorsque vous dites que le projet de loi des finances est déposé au Parlement, le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, c'est une fiction juridique. Le Parlement n'existe pas, c'est une fiction juridique. Et quand vous prenez un pays comme le Cameroun, le Parlement est bicaméral. Lorsqu'on dit que c'est déposé au Parlement, c'est la loi cadre qui détermine. Maintenant, comment ça se fait matériellement? Il y a un texte qui dit comment ça se fait. Le dépôt au bureau, la recevabilité par la commission, par la conférence des présidents. C'est lui qui apprécie la recevabilité. Il a dit ça peut même venir dire on ne reçoit pas. Il juge la recevabilité. Absolument. Avant d'envoyer en séance plénière. Ça veut dire qu'il y a un texte général, il y a un texte particulier. Maintenant, dans l'application du texte particulier, l'Assemblée nationale est parfaitement... il n'y a pas de faute. Puisque vous allez trouver la photo. Vous n'avez pas trouvé de faute. Ils ont reçu au bureau, ils ont reçu, en tout cas, le bureau a reçu, on a jugé la recevabilité, on envoie aux députés. Et les députés maintenant ont apprécié. Bien maintenant... Quel temps ils ont pour apprécier dans le cas actuel les choses? Parce qu'on parle quand même d'un document de 15 000 pages, qui arrive à 8 jours de la fin de la session. Est-ce que ce n'est pas un problème? Non. Il y a une certitude qui personne ne peut nier. La certitude, c'est que les députés ont préalablement eu le débat d'orientation budgétaire. Et à cette occasion, ils savaient bien ce qui arrivait dans la loi de finances. Le débat d'orientation budgétaire, justement, avant, ça n'existait pas au Cameroun. Lorsque ça a été institué, c'était justement pour permettre aux députés d'avoir un avant-goût de ce qui sera fait dans la loi de finances. Donc, je ne pense pas qu'un député... Puis, un député, contrairement à ce qu'on peut dire... Moi, j'ai vu en France, un député, généralement, un député, c'est quelqu'un qui a des entrées au ministère des Finances. Un député, c'est quelqu'un qui a des entrées au ministère de l'Économie. Un député, c'est un élu de la nation. Les députés, généralement, savent ce qui se passe. C'est peut-être que, je ne sais pas, les gens sont députés. Et donc finalement, le discours comme celui du Premier ministre qui a attendu sur le programme économique, social et culturel du gouvernement et qui ouvre la porte maintenant au passage, au défilé des ministres devant la Commission des finances, ça devient une formalité, quoi. Excusez-moi, avec le fait majoritaire, vous voulez que ce soit quoi? Excusez-moi, moi je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez de la parole aux autres, vous allez voir, ils vont dire des choses. Mais avec le fait majoritaire, excusez-moi, vous attendez quoi? Le fait majoritaire est là pour cela. Le RDPC est en situation de majorité. Sa loi va passer. Si un député est très fort, il faut un amendement. Moi, j'ai vu en France des amendements Marceau, les amendements Marcelon, qui étaient des amendements... Ça peut donner le sentiment que les députés sont là pour protéger le RDPC et non les populations qui les représentent à l'Assemblée nationale. Excusez-moi, vous posez là une question très intéressante. Sauf que un député est élu sur la base d'un programme politique. Le président de la République demande la confiance des Camerounais, la confiance. Il dit, donnez-moi une majorité pour travailler. On lui donne une majorité pour travailler. Ça veut dire qu'il y a un programme. Puisque dans 2 ans, on leur demandera, qu'est-ce que vous avez fait du mandat qu'on vous a confié? Et les députés n'ont pas intérêt à ce que le président de la République n'ait pas sa majorité en 2025, puisque eux-mêmes, s'ils veulent continuer à être dans la situation de majorité, il faut bien... C'est ça le problème du fait majoritaire. Mais il me semble qu'il y a une sorte d'amalgame dans ce que vous expliquez, sauf si je ne comprends pas très bien. Peut-être. Quels sont ceux qui accompagnent le président de la République dans l'exécution de sa politique? C'est le gouvernement. Le Parlement en premier. Sinon, il y a plus de dissociation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui, justement, a pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Dans cette mission de contrôle, le Parlement, quand il est en situation de, si vous voulez, de situation unicolore avec le président de la République, oui. Le Parlement n'a pas intérêt à ce que le président de la République soit mis dans une situation d'inconfort. Ça ne se fait nulle part. C'est le fait majoritaire. En général, quand un président de la République a la majorité, ça lui permet de faire passer ces textes. C'est une expression du fait majoritaire. C'est connu par tous les juristes, par tous les constitutionnalistes, et même les membres de l'opposition ici présents ne vous diront pas le contraire. Ils vont vous faire croire que c'est possible, mais en l'état,
lorsque vous avez une majorité, et c'est pour ça, lorsque vous êtes élu président de la République, vous demandez à avoir la majorité pour gouverner. Je vais rappeler ici qu'en 1995, le président Chirac avait une très grande majorité. Il avait fait nommer Alain Juppé, Premier ministre, chef du gouvernement, et Alain Juppé, constatant qu'il voulait faire passer certains textes, lui a proposé la dissolution. Et je peux vous dire que le président Chirac a regretté, parce qu'il avait été élu pour gouverner pendant 12 ans, et il a gouverné finalement seulement pendant, je crois, 8 ans. Parce que les élections qui ont été organisées, lui était plus favorable. Voilà, lui était plus favorable. Il s'est retrouvé dans une situation de... Une faute politique. C'est comme ça qu'on a qualifié cela. Alors, on a été rejoint sur ce plateau par Christian Massoma. Christian, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Duval, bonjour aux téléspectateurs de Droit de réponse qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Bonjour particulier à mes camarades politiques qui ne doivent pas se laisser distraire par les soubresauts liés à l'actualité judiciaire dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, de regretter mémoire. Nous sommes focalisés sur l'organisation de notre 3e convention nationale la semaine prochaine dans ces jours au Palais des Congrès de Yaoundé. Et je demande à tous mes amis politiques de rester mobilisés sur cet objectif, sans perdre de vue que tout ce qui est en train de se faire a pour but de tester la résilience de notre peuple dans les différentes manipulations juridico-judiciaires en rapport avec cette affaire. Donc nous, on ne va pas se laisser distraire. Nous irons à la convention pour... Ça commence quand exactement la convention? La convention aura lieu exactement le 9 et le 10 décembre 2023 au Palais de Congrès, samedi et dimanche de la semaine prochaine, oui. Et il y a une très très forte mobilisation des délégués statutaires et de l'ensemble de nos militants autour de cette convention pour déterminer la ligne politique qui va gouverner notre parti dans les 5 prochaines années et pour élire le nouvel exécutif qui devra présider aux destinées de notre mouvement politique. Donc c'est l'événement qui nous concerne et qui va continuer à nous préoccuper pour les prochains jours. Le régional que je suis est en plein dans les préparatifs de cette convention et je peux vous garantir que notre parti sortira beaucoup plus fort que jamais après cette 3e convention qui se tiendra la semaine prochaine. Merci infiniment d'avoir trouvé du temps, Christian Massoma, malgré toutes les occupations que vous avez justement en rapport avec la préparation de cette convention. Merci d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous ce dimanche sur les questions d'actualité. Sur le plateau également, Jean-Robert Wafou, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les co-discutants ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, à l'Assemblée nationale, cette semaine, il y a encore eu un peu de récréation. Duval, avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de faire une petite virgule sur le premier thème en débat sur ce plateau. Moi, je trouve que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Vous vous rappelez, il y a cela 2 ans et demi, 3 ans, je disais aux Camerounais, le grand soir. Je vous assure, Duval Fangwa, tel que ça va là, je dis bien tel que ça va là, si rien n'est fait dans l'urgence, ce grand soir sera extrêmement brutal et violent. Il faut que je le dise aux Camerounais, je m'adresse surtout au président de la République, parce que j'ai l'habitude de dire, c'est lui qui fera de ce pays ce qu'il voudra. Où il veut qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix après son départ, et là qui met sur pied les mécanismes de dévolution de pouvoir, les mécanismes démocratiques, ou alors il laisse les choses en l'état, et alors là, j'ai l'impression que les Camerounais vont maintenant tous partir au Canada, chercher à partir au Canada. Parce que, voyez-vous, j'ai suivi les avocats ici, mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié l'essentiel. Qui a tué Martinez-Zogo? C'est pas à eux de le dire. Non, mais écoutez, il doit poser cette question. Encore qu'il y avait un avocat, donc l'avocat de la famille. Il a tourné tout autour du pot, mais qui a tué? C'est ça qui nous intéresse. Vous avez cité Charles Pasqua tout à l'heure. Sa fameuse phrase. Quand une affaire dérange, nous créons, c'est-à-dire que nous suscitons une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne ne comprenne rien à la fin. Parce qu'on nous embrouille déjà avec donc c'est les faux documents et tout. Ça, c'est l'affaire dans l'affaire. La vraie affaire, c'est
Qui a tué Martinez Zogo? Très bien, alors avançons. Bon, je n'ai pas suffisamment de temps pour développer. Bon, maintenant, venons, si on vient maintenant à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, j'ai entendu Maître Tegem. Je ne sais pas où il a pu trouver de l'énergie nécessaire pour aller puiser ses arguments dans le fond d'un trou. Écoutez, l'article 57 alinéa 1 de la loi du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État est clair. Le projet de loi des finances et ses annexes explicatives doivent être déposés au plus tard 15 jours avant le début de la session. La session a été convoquée le 10 novembre. 15 jours avant, ça veut dire c'est dans le cours du 27 octobre, 26 octobre. Oui. Et le document leur est parvenu, je crois que c'est le 29 octobre, plus d'un mois après. Mais vous croyez que ceux... Novembre. Vous croyez que ceux qui ont rédigé la loi portant régime financier de l'État, en donnant ce délai minimum de 15 jours... Votre point de vue, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt? Mais la loi des finances, c'est quoi? C'est la loi qui va réguler l'activité politique, économique, c'est-à-dire politique, économique, sociale et culturelle du Cameroun. Pour le compte d'un exercice, c'est pour 365 jours. Mais c'est quand même surprenant qu'on vienne à 8 jours du début de la session et même pas qu'on dépose l'entièreté de la loi des finances et des annexes rectificatives, mais une partie. Quand on parle de la loi des finances et ses annexes explicatives, je prends par exemple le Code général des impôts. Il y a 94 articles qui ont été modifiés. Il y a 60 nouvelles mesures fiscales. Habituellement, la loi des finances et ses annexes explicatives, c'est 10 000 pages. Vous pouvez lire 10 000 pages en 8 jours. Oui, mais M. Tegem m'a expliqué tout à l'heure qu'il y a eu le débat d'orientation budgétaire et qu'il y a un certain nombre de choses que les députés avaient en termes d'information qui peuvent leur permettre de travailler. Le débat, le DOB, débat d'orientation budgétaire. Justement, les députés avaient contesté le fait qu'on n'avait pratiquement pas organisé. Vous vous rappelez très bien. C'était un sujet en demandant où est passée la session pour le DOB, puisque c'est à la session de juin. Jusqu'à la fin de la session de juin, jusqu'au 29e jour, ils ont même fait un blocus au Parlement. Donc le DOB n'est pas venu à temps, pour ne pas dire que ce n'est pas venu du tout. Et puis autre chose, mais vraiment, quel est ce pays où on ne respecte même plus la loi? Quel est ce pays où on ne respecte plus la loi? Où tout est au plus fort, c'est le plus fort qui dicte. Mais Maître Tegem, la démocratie, c'est d'abord la loi. Hein. Bien sûr qu'il y a des lois qui sont mauvaises et on a le droit de les contester, mais c'est d'abord la loi. Ce n'est pas le nombre, c'est d'abord la loi. Parce que pour avoir le nombre, il faut respecter d'abord la loi, quand on ne triche pas. Alors, venez dire que les députés ne doivent pas recevoir ça avant que la conférence des présidents ne reçoive. C'est faux. Oui, c'est faux et archi faux. La conférence des présidents ne représente pas les députés. La loi portant régime financier dit doivent être assimilés aux députés, aux 180 députés. D'abord, on leur assimile ça d'abord. Et les membres de la conférence des présidents font partie des 180 députés. Kava Yégué, tout président de l'Assemblée nationale, qu'il est d'abord député. Et même la conférence des présidents peut juger irrecevable. Et le gouvernement va en direct. Parce que la conférence des présidents ne représente pas. C'est un peu comme au JICAM. C'est pratiquement la même chose. Au JICAM, on dit quand on veut modifier un statut, quand le président veut donc modifier le statut, il se réfère d'abord au conseil des sages, donc au comité des sages. Si le comité des sages marque un avis défavorable, il peut saisir, il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et là, la majorité requise est de 3/4. Ça veut dire qu'on peut... Donc, il peut passer outre,
Mais sauf qu'il y aura donc une nouvelle disposition. Mais même aussi, comme on est où là? Je fais une virgule. Laissez-moi vous dire. Quand je vous dis que c'est très grave, vous avez ce pays il va dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. Quand je parle du JICAM, suivez-moi très bien. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Parce que le JICAM sera intéressé par la loi des finances. Bien sûr, c'est pour ça. Donc, parce que c'est le patronat. Je vous comprends très bien. Edmond Kamga, justement, et il ouvre une brèche intéressante. Lorsqu'on regarde ce qui se passe au Parlement et qui donne le sentiment finalement que le Parlement est une chambre d'enregistrement, on a souvent vu au Cameroun, à l'époque où justement le groupement interpatronal du Cameroun était une structure qui se respectait, quand il y avait des errements comme ceux qu'on observe en ce moment, on voyait le JICAM frapper du poing sur la table parce que c'est une structure qui est justement, je veux dire quoi, qui est au cœur, n'est-ce pas, de la vie économique de notre pays et qui suit très attentivement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, notamment pendant la session budgétaire. Sauf qu'il se trouve que depuis quelque temps, comme lui-même le JICAM a du mal à respecter ses propres textes, on a le sentiment que il n'a plus voix au chapitre pour ce qui concerne, par exemple, ces insuffisances qui sont observées au niveau du Parlement camerounais. Oui, il faut le dire, nous l'avons déjà suffisamment évoqué sur ce plateau. Lorsque l'Assemblée générale extraordinaire s'était tenue, s'était déroulée, il y a eu des résultats qui n'atteignaient pas la majorité qualifiée, qui est effectivement de 3 quarts, parce que c'était 73%. Le vote avait donné un résultat de 73%, qui est largement inférieur à 75%, qui correspond, qui est la majorité requise pour modifier les textes, pour passer en force comme il le souhaitait, je veux dire l'actuel président du JICAM, dans son projet de fusion-création, où il est engagé avec son partenaire du projet, et en violation des textes, en violation du code éthique et d'honneur du JICAM. Tout à l'heure, on évoquait le comité des sages, le conseil des sages, qui est comme un conseil éditorial, qui est comme le guide d'orientation au sein du JICAM. Aujourd'hui, le JICAM, pour ce qu'il est et ce qu'il va devenir demain, avec toute la controverse qu'on a aujourd'hui sur le gouvernail du JICAM, qui tient à passer en force, en violation de tous les textes, aujourd'hui, nous avons le sentiment que le JICAM n'est plus celui qu'il était avant. Et c'est une grande interrogation par rapport aux regroupements patronaux africains, européens, qui aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train de voir au sein du JICAM, doivent se poser des questions. Parce que le JICAM est en train de perdre sa crédibilité d'antan, en train de perdre vraiment ce rôle qu'il a joué et que nous, dans la presse, on a accompagné régulièrement lorsque tout marchait pour le mieux. Et malheureusement, aujourd'hui, quand des gens décident délibérément de violer les textes qui se sont eux-mêmes donnés, comment voulez-vous que le gouvernement, qu'il critique si souvent, on a vu des moments très difficiles entre le JICAM et le gouvernement, ou avec le Premier ministre, ou alors des membres du gouvernement, où parfois le JICAM n'a pas voulu recevoir, je ne vais pas citer de nom ici, rappelez-vous, à un moment donné, le ministre de la Justice avait souhaité se faire représenter, n'est-ce pas, dans une discussion avec le JICAM, mais le JICAM n'a pas cru devoir discuter avec le représentant du ministre d'État chargé de la justice, parce qu'ils estimaient que le ministre délégué n'était pas en capacité pour discuter de manière formelle et réelle avec le JICAM. Mais aujourd'hui, je dis clairement, pour sortir cette question du JICAM, que le JICAM n'est plus un modèle aujourd'hui à travers la direction que veut prendre ceux qui sont au pouvoir au JICAM, ceux qui sont dans l'appareil de gestion du JICAM, à travers cette opération qu'ils sont en train de mener en violation totale des textes. Je ne pense pas, si ils ne reviennent pas, n'est-ce pas, au respect des textes, s'ils ne reviennent pas au respect de la direction éthique, des mesures prises par le conseil éditorial pour rectifier le tir, le JICAM va cesser d'être un interlocuteur de taille en termes de représentation, n'est-ce pas, du patronat au Cameroun et même dans ses discussions avec les partenaires étrangers. Pour revenir à l'Assemblée nationale, je dis quand même un petit mot là-dessus.
pour dire qu'on passe de scandale en scandale. Et il me semble aujourd'hui, c'est vrai, lorsque les textes sont arrivés aussi tard, ce n'est pas la première fois, mais c'est devenu une habitude. Et le communicant du RDPC sur ce plateau nous donne l'impression que le fait majoritaire justifie tout. Non. Le fait majoritaire ne devrait pas tout justifier dans un pays. Ce n'est pas parce que le RDPC a une majorité obèse au sein du Parlement, à l'Assemblée nationale, et on sait les conditions dans lesquelles cette majorité a été acquise à travers des élections qui ont été régulièrement contestées, que vous allez dire, M. Tegem, que c'est normal, et puis parce que le président national du RDPC a besoin d'une majorité pour gouverner, que tout va se faire n'importe comment. Au niveau du Parlement, non. Et tout à l'heure, j'insistais sur le caractère, sur les choses importantes, l'éthique, le respect des lois. Parce que dans cette affaire, s'il faut le dire ainsi, de dépôt tardif des textes, parce qu'il s'agit de cela, on ne peut pas examiner en une semaine un document de 15 000 pages, alors que les textes auraient dû être présentés au Parlement fin octobre, 26-27 octobre. C'est-à-dire avant le début de la session. Donc voilà des violations régulières des textes. Et vous dites que le fait majoritaire suffit pour gouverner. Je dis non, il faut respecter d'abord les textes. Les textes que vous êtes donnés vous-même. Qui sont constamment violés. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple. Et je voudrais également dire que l'Assemblée nationale, ces derniers temps, on va peut-être l'aborder tout à l'heure, au niveau de la réaction des formations politiques par rapport à cette façon de faire du gouvernement lorsque il veut dominer et gérer, cadenasser le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a un certain réveil de certaines formations politiques pour dire non à cette imposture, à cette façon de faire à l'Assemblée nationale qui n'honore pas l'image du Parlement camerounais. Oui, bon, ça a été fait, mais l'autre question aussi que les téléspectateurs se posent, c'est alors, quand ils le font, la suite c'est quoi? Puisque justement, je prends, dans la préparation de cette émission, oui, j'ai échangé avec l'honorable Nitieux sur cette affaire, avec beaucoup d'autres députés en tout cas, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, il m'a dit clairement qu'ils ont organisé ce blocus pour protester et amener le gouvernement à les respecter un tout petit peu pour que désormais, au moins, qu'ils respectent les textes qui indiquent les délais dans lesquels ce document doit parvenir à l'Assemblée nationale. Et l'autre chose qu'il a dit, je ne sais pas s'il devrait révéler cela sur ce plateau, c'est que pendant qu'il faisait le blocus à la tribune de l'Assemblée nationale, il y a un député qui l'a appelé pour dire, bon, vraiment, monsieur le député, viens, il faut qu'on échange un peu pour voir comment régler cette affaire. Et dès qu'il est sorti, pendant qu'il était dans les couloirs avec ce député, qui est un député de l'opposition, eh bien, c'est à ce moment que le Premier ministre, chef du gouvernement, a profité pour aller à la tribune. Et juste après, il a seulement entendu, en revenant, comment le Premier ministre avait déjà commencé à faire son discours. Bon, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Est-ce que ce député l'a fait de bonne ou de mauvaise foi pour permettre que le Premier ministre puisse prendre la parole? J'en sais rien. Okay. Mais c'était pour arriver à la conclusion sur laquelle, bon, on a beau le faire. Ouais. On le fait peut-être souvent, mais après, quels sont les résultats? Il n'y a visiblement pas grand-chose. Alors, question Massouma, tout à l'heure, quand je posais la question avec peut-être l'ouverture que Jean-Aubert Wafo a fait sur le GICAN, c'est parce qu'on sait très souvent, lorsque le débat de l'orientation budgétaire commence avec les députés, que ce soit de façon formelle ou informelle, on observe que le groupement interpatronal du Cameroun suit très attentivement ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour être sûr que les décisions qui vont être prises d'abord, ou le texte qui va être adopté ne va pas augmenter la pression fiscale, par exemple, sur les entreprises. Or, lorsqu'on parcourt ce texte, par exemple, on voit que dans la loi de finances, on a introduit des éléments sur l'augmentation de la taxe, que ce soit sur le téléphonique ou sur les boissons, entre autres, et qu'il risque d'avoir une autre pression sur les entreprises avec, à la fin, le consommateur final qui trinque avec cette augmentation. Et le GICAN qui était là parfois en tant que gendarme, on ne l'a pas beaucoup écouté sur cette question. Et puis on a des députés qui font un petit blocus à l'Assemblée nationale, et puis quelques heures dans des manœuvres qu'on ne va pas expliquer, on se rend compte que est-ce qu'au finish, cette loi de finances ne devient pas une formalité avec les conséquences que cela entraîne
ou après on découvre qu'il y a une loi avec un certain nombre d'incongruités à l'intérieur qui augmente l'inflation et qui amène la vie à être plus chère au détriment, n'est-ce pas, du panier de la ménagère. Duval, je voudrais d'abord vous dire que le dernier des soucis du gouvernement de la République, le gouvernement camerounais, c'est le peuple camerounais. C'est-à-dire c'est la satisfaction du peuple en fin de compte lorsqu'on a établi toutes ces règles qui doivent réguler la vie économique de notre pays. En clair, ça ne les préoccupe pas. Ce n'est pas une préoccupation pour eux. Vous venez de dire que dans un pays sérieux, le groupement interpatronal devrait être consulté et donner son avis sur les propositions qui vont intégrer la loi de finances. Parce que la loi de finances régule la vie économique de la nation, du pays. Et les entreprises jouent un grand rôle, notamment en matière fiscale. Et si on veut prélever l'impôt au niveau des entreprises et que la finalité sera d'asphyxier ces entreprises et de leur amener à mettre la clé sous le paillasson, ça veut dire que la politique économique de notre pays ne répond pas à une vision de nature à inciter les investisseurs à continuer à venir chez nous. Donc on est dans une situation où je viens d'écouter des choses de la part du communicant du RDPC ici qui m'ont totalement laissé pantois. On a voulu nous expliquer que la loi d'orientation budgétaire ou le fait majoritaire sont les principaux leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour expliquer le retard de l'acheminement du projet de loi à l'Assemblée nationale. Comment on peut imaginer une telle chose possible? C'est-à-dire, voilà une situation où le gouvernement, dans sa perception, estime que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement purement et simplement. Et que de toutes les façons, parce que le RDPC s'est constitué de la manière dont on sait la majorité qu'ils ont bien voulu avoir, ils n'ont pas besoin de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas besoin de respecter la loi qu'ils ont eux-mêmes adopté et voté pour pouvoir réguler le mode d'adoption de la loi de finances à l'Assemblée nationale. Non, je l'ai dit, et je pense que quelqu'un l'a dit avant moi, c'est quoi Edmond, le fait majoritaire, pris sous le prisme que j'ai entendu ici, nous pousse tout simplement à tirer une conclusion simple, c'est que le RDPC fera tout dans l'optique de se constituer cette majorité obèse et de ne pas par après respecter les lois de la République. Donc c'est quelque chose de très grave pour moi. Maintenant, on expliquait que le RDPC ne veut pas se mettre en difficulté pour se retrouver dans une situation qui ressemblerait à de la cohabitation, parce que cela ne lui permettrait pas de pouvoir... Est-ce qu'ils sont en cohabitation aujourd'hui? Non, Duval, quand les règles du jeu sont suffisamment claires pour les acteurs politiques, je pense qu'il faudrait que tous les partis politiques, et le RDPC en premier, comprennent qu'ils peuvent perdre les élections dans ce pays. À partir du moment où on respecte les règles du jeu. Puisqu'ils vont perdre. Donc il ne faut pas qu'ils se disent que l'objectif ultime du RDPC, c'est la conservation du pouvoir par tous les moyens. Et que lorsqu'on a même déjà ce pouvoir, on l'utilise et on l'instrumentalise en piétinant les lois dont on s'est doté soi-même. Donc tout ça n'augure rien de bon pour une loi de finances dans un contexte économique où la précarité, l'inflation, le chômage, tout est de nature à paralyser notre pays sur le plan économique aujourd'hui. Et on pense que lorsqu'on réfléchit donc sur l'avenir de notre pays, et qu'on se dit que dans le prochain exercice 2024, il faudra que la loi puisse être la plus humaine possible, de manière en sorte qu'elle ne puisse pas asphyxier en même temps ceux qui sont chargés de produire de la richesse, c'est-à-dire de créer de la valeur ajoutée dans notre pays, en même temps asphyxier, comme vous l'avez dit, le consommateur final. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que c'est la ménagère qui souffre de plus en plus au niveau de son panier lorsqu'elle va dans le marché à cause de l'inflation. Et que lorsque cette loi... Et que si les députés n'ont pas eu le temps de la toiletter, si jamais ils sont encore consciencieux d'être des représentants de la nation et non les représentants du RDPC, comme le pense Maître Tegen, ils devraient
lui-même imaginer que c'est impossible. Le législateur ne peut pas être fou en disant que la loi doit être acheminée 15 jours avant le début de la session parlementaire, parce qu'on sait qu'on est en train de parler d'un document qui est importantissime pour la régulation économique de notre pays. Donc maintenant, dans leur perception, et c'est ce que moi j'ai retenu de son intervention, c'est que non, nous avons cette majorité obèse, on n'a pas besoin qu'il y ait des amendements ou qu'il y ait des observations particulières dans notre loi de finances. De toutes les façons, c'est une pure formalité. On l'envoie à l'Assemblée nationale juste pour que la chambre d'enregistrement fasse son travail et que la loi soit adoptée et promulguée par le président de la République. Donc, c'est juste que je n'ai plus vraiment de commentaires lorsque j'entends ce genre de choses et que je pense qu'il faut urgemment aboutir à l'alternance politique dans ce pays pour permettre à notre pays de redémarrer, pour permettre que nous ayons des meilleures chances d'expression démocratique au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des institutions en général. Et c'est pour ça, au niveau du UMRC, depuis 2018, à travers le programme que le président national du UMRC portait, nous avons adopté dans le premier point de ce programme le pacte républicain. C'est-à-dire c'est un pacte qui permet de reconstituer les Camerounais avec leurs institutions. C'est-à-dire d'avoir de plus en plus confiance aux institutions et de permettre en sorte que ces institutions, avec la modernisation que nous préconisons, puissent fonctionner dans l'intérêt du pays et pour l'intérêt des Camerounais. Alors, Maître Georges Teguem, pour revenir à la fonction même du Parlement et l'efficacité de son travail qui doit avoir des répercussions sur le bien-être des populations, parce que c'est de cela qu'il est question, on a mis en place un mécanisme qui est tel que le gouvernement présente le programme économique, social et culturel à travers le premier ministre du gouvernement. Et vous avez des ministres de la République qui passent donc devant la commission des finances pour défendre leur budget de leur département, de leurs différents départements ministériels. Et après cela, maintenant, les députés doivent arbitrer pour dire, voilà, si on peut faire, ça on peut faire de telle ou de telle façon. C'est peut-être pour permettre effectivement que non seulement cette loi-là soit adoptée dans les règles de l'art, mais également qu'il y ait des précautions qui évitent que les populations soient asphyxiées par l'inflation. Parce que si cette loi de finances n'est pas bien, je veux dire quoi, si on ne relève pas les incongruités ou un certain nombre de choses dans le sens voulu par les populations, il est possible que cette inflation augmente et que cette population soit prise au dépourvu. On va prendre quelques exemples. Lorsqu'on regarde cette loi de finances, par exemple, il y a au niveau... je crois c'est l'article L8 des contraintes pour la production dans les industries brassicoles. On a déjà évoqué cela ici il y a quelque temps. Lorsqu'on regarde très bien, on voit que si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans une situation où il y aura augmentation du coût de production dans les industries brassicoles, première chose, avec possiblement une augmentation des prix des produits brassicoles. Mais à côté de cela, il y a un autre problème, c'est l'outil qui est inséré dans le système de production, selon un certain nombre de spécialistes que nous avons interrogés, est contrôlé de l'extérieur, ce qui apparaît encore comme une autre incongruité. C'est peut-être autant de choses, n'est-ce pas, qu'on devait permettre aux députés de voir, d'interroger le gouvernement là-dessus, pour qu'au finish, on ne se retrouve pas un jour avec une loi dont on découvre des incongruités alors qu'elle a déjà été adoptée. Est-ce que ce n'est pas ça le sens du travail, justement, que les députés doivent faire lorsqu'ils sont face au ministre de la République? Si ce que vous aviez dit empêchait les ministres d'être devant les députés, je comprendrais. Mais vous-même, vous avez dit que les ministres passeront chacun pour défendre son enveloppe devant les députés. Et à l'occasion, les députés posent des questions pour comprendre. Donc, je ne vois pas en quoi le débat sur la loi de finances porte atteinte au droit des députés de contrôler l'action du gouvernement. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure dire, le représentant du MRC, j'étais content qu'il dise enfin qu'il est KO, qu'il ne sait plus ce qu'il va dire. Il l'a dit tout à l'heure, j'étais très heureux. C'est une ironie. Hein? Ah ben, il a dit qu'il est KO, c'est-à-dire qu'il est complètement égaré dans un système qui fonctionne à peu près normalement. Parce que j'ai écouté le dire représentant du MRC. Et surtout, M. Wafo. Vous savez, M. Wafo, il a l'air de lire les textes et les couper. M. Wafo, vous parlez devant un avocat. Vous lisez le texte, vous dites que le projet de loi de finances est déposé. Vous vous taisez, ensuite vous dites qu'aux députés, vous avez écrit ça où?
lisez l'article 57, me dites où c'est écrit aux députés. Vous inventez les textes dans vos têtes et vous dites, et c'est toujours vous, M. Wafo, vous dites qu'il appartient au président de la République de préparer la relève en mettant en place des institutions crédibles. Quand elles sont mises en place, c'est toujours vous qui les critiquez. Mais M. Wafo, le président de la République, son devoir, il n'y avait pas au Cameroun un Sénat, il n'y avait pas au Cameroun un Conseil constitutionnel. Il a mis en place des institutions. Alors, le Conseil constitutionnel rend les résultats d'un scrutin, les gens du MS disent que c'est le hold-up. C'est le président de la République qui doit leur dire que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en démocratie. Et maintenant, il y a la loi de finances qui est déposée. Vous considérez que nous sommes une démocratie? Si pour vous, le fait de vous exprimer depuis ne signifie pas que nous sommes en démocratie. Ah bon, donc quand on bavarde, on parle, c'est ça la démocratie selon vous, Maître Tegem? Si pour vous, si le fait de me couper comme ça pour vous ne constitue pas une démocratie, je ne sais pas ce que vous attendez. Hein. Parce qu'il y a quelques années, je ne suis pas sûr que vous exprimeriez ainsi. Ah bon. Donc, moi je pense que, pour revenir aux choses plus sérieuses, j'ai écouté tout à l'heure notamment le consultant évoquer... Donc vous n'êtes pas sérieux quand même. Revenons sur le sujet. Revenons sur le sujet. Oui, vous avez évoqué beaucoup de choses. À des choses un peu plus sérieuses. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Vous avez évoqué le C'est un JICAM. aveu que ce que vous aviez dit avant n'était pas du tout sérieux. Monsieur Wafo. Nous prenons acte. Monsieur Wafo, il y a une loi de procédure pour l'arrivée des lois au Parlement. Il y a un texte qui constitue la loi 4. Et il y a un texte qui décrit la procédure pour que le texte arrive entre les mains des députés. Le texte n'a aucunement et à aucun moment été violé. Il faut le dire. Respectons les lois. À aucun moment, puisque ça a été déposé au bureau, ça a été transmis à la conférence des présidents, la conférence a jugé de la recevabilité. Si ce que vous disiez était exact, la conférence des présidents aurait déclaré le texte irrecevable. C'est son pouvoir. Mais à partir du moment où il a déclaré recevable, la conférence des présidents déclare le est texte. constituée en majorité dont des députés de quel bord? Monsieur, vous voyez, vous peut-être- revenez, peut-être vous vous- revenez sur le sujet. Non. C'est le fait Non, peut-être majoritaire, vous n'allez pas ce changer que vous êtes ça. en train de dire. Monsieur Wafo, Peut-être que vous avez géré la mairie de New Bell en j'ai situation majoritaire, l'impression- vous avez fui en laissant j'ai cette mairie. l'impression que vraiment vous êtes... Vous croyez que le fait majoritaire suffit, monsieur Wafo? Vous étiez majoritaire à la mairie de New Bell. Le maire avait fui, vous ne vous souvenez pas, c'est pas parce qu'ils sont décédés, on ne veut pas parler d'eux. Vous avez géré la mairie de Douala 3e dans les années 96. Vous savez ce qui s'est passé là-bas, vous voulez qu'on revienne dessus? Vous avez Revenez fui, dessus. monsieur. Parce que c'était pas Revenez facile. Déjà là dessus. que vous étiez majoritaire. Revenez Vous croyez que même dessus. lorsqu'on parle du fait majoritaire, vous croyez que c'est facile? C'est des situations dans Quand lesquelles nous nous gérions travaillons les tous les mairies, jours. Quand nous gérions les mairies ici, ces mairies Je vous ai étaient pas chapeautées- interrompu, hein. Je vous en prie, étaient chapeautées par la communauté urbaine. Arrêtez ça, Ok. c'est tout très Alors, facile. permettez-nous Parce que à le mettre Parlement le n'est pas finir. chapeauté par quoi? Terminé, Vous croyez mais- que c'est pas chapeauté par quoi? Par les lois? Vous croyez que le Parlement n'est pas chapeauté par la Constitution? C'est C'est pas par la la loi. souveraineté s'exerce au Cameroun Mais on respecte par le cette président de loi. la République, la Constitution et le Et on référendum. respecte cette loi-là. Vous êtes c'est comme- incapable de mettre tes gains. Je voudrais rappeler que la question ici... m'interrompre. Non, je rappelle, au-delà des lois, Puisqu'on m'avait s'il vous interpellé. plaît, il y a un problème. Vous dites qu'il y a un problème avec la loi qu'il a lue. Mais la question, et je crois que c'est ça qui préoccupe les téléspectateurs, Oui. est-ce que dans l'état actuel des choses, il est possible pour un ministre, non, pour un député à la commission des finances de poser des questions pertinentes à un ministre alors que le document qui doit lui donner des informations n'est parvenu qu'à 8 jours de la fin de la session. Est-ce qu'un député est capable de parcourir ces documents et de poser des questions pertinentes à un ministre au cours de cette session budgétaire? Parce que vous croyez que vous-même, monsieur Ofangwa, la question que vous avez posée sur le surcoût des prix des boissons, Oui. c'est pas une question pertinente. Si vous le faites, pourquoi vous pensez qu'un député ne peut pas le faire? C'est une question très pertinente, Oui, puisque bon, ça oui. touche au porte-monnaie des Camerounais. Oui. Et pourquoi vous pensez qu'un député ne puisse pas le faire? Non, moi j'ai posé les questions sur Mais un si ou vous deux le aspects. faites- mais Le écoutez, député, lui, vous il savez- doit parcourir toute la loi. vous savez- Maître Georges Tegem. Vous savez ce que c'est qu'un député au Cameroun? C'est des inspecteurs des finances, des inspecteurs de trésor, des anciens administrateurs. Oh, mais c'est aussi des paysans. Il y a du tout dans les députés. Mais vous croyez qu'à la commission des finances, vous savez qui est président de la commission des finances, Nana Yaïb Rosette, a été directrice de la solde. Vous parlez comme si au Cameroun, les gens sont à retrouver dans la rue. C'est des gens qui posent des questions et les députés y répondent. D'ailleurs, il y a des ministres qui ont perdu leur fonction parce qu'ils ont échoué dans la commission des finances. Vous le savez très bien. C'est pas facile. Donc, quand les gens viennent défendre leur budget, et puis j'ai entendu, on dit le gouvernement n'a pas consulté le JICAM. Mais monsieur le consultant, vous savez très bien qu'il y a eu le Business Forum. Vous savez que le premier ministre chef du gouvernement s'est déplacé ici pour consulter le JICAM à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passe au JICAM? Le RDP, s'il n'est pas membre du JICAM, n'a pas assimilé ce qui s'y passe. Mais vous savez ce qui se passe là-bas maintenant? Excusez-moi, dans un environnement comme celui-là,
Que voulez-vous que le gouvernement aille y faire? Vous-même, vous avez dit le GICAM ceci, le GICAM ça. Et vous, si vous êtes au gouvernement... Ça arrange les choses du gouvernement. Pas du tout. Ah oui. Parce que le gouvernement n'est pas mêlé de ce qui se passe au GICAM, ni le gouvernement de la République, ni le RDPC n'est pas mêlé, ni de près, ni de loin de ce qui se passe au GICAM. La preuve, c'est que le RDPC n'a pas de représentants aux assemblées du GICAM. Le RDPC ne s'y mêle pas, le gouvernement non plus. Des années où il n'y avait pas de problème, le GICAM était régulièrement consulté. D'ailleurs, le président du GICAM a parfois écrit même contre le directeur général des impôts pour dire que nous ne sommes pas d'accord et le gouvernement en tenait compte. Donc, il faut déjà que les gens mettent déjà de l'ordre dans leur propre maison pour pouvoir demander au gouvernement de faire mieux. En tout cas, le projet de loi de finances a été déposé. Vous avez posé une question pertinente. Oui. Moi, je suis d'accord que ça peut augmenter le panier de la ménagère, c'est qu'il faudrait que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement dans le sens d'un allègement. Et je suis certain que vous avez posé la question sur ce point. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir la loi de finances parce que moi, je ne suis pas député. Mais je suis certain que quand on prend une mesure comme celle-là, derrière, il y a un accompagnement pour alléger, si vous voulez, Depuis la quand charge. le RDPC et le gouvernement ont accompagné les Camerounais pour alléger leurs souffrances? Vous parlez de quoi, Maître Tegem? Sincèrement, on a l'impression que vous vivez dans un autre pays et dans un autre environnement qui n'ont rien à voir avec la réalité que les Camerounais traversent au quotidien. Mais revenez sur terre et rendez-vous compte que chaque jour qui passe, les Camerounais croupissent dans la misère. Vous dites que le pays marche bien. Je vais vous rappeler que nous sommes encore dans un pays où on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. C'est-à-dire les biens les plus élémentaires pour la vie et la dignité humaine. Un seul exemple. Je viens de vous citer deux déjà. Un exemple. Que vous lui dit qu'il a un exemple d'accompagnement. Voilà. il va accompagner les Camerounais. Oui, il dit qu'il a un exemple. Vous les mesures de base, sinon on n'en a rien. Il nous accompagne. Monsieur Tegem, vous aimez trop le juridisme et vous aimez trop enfermer les gens dans des discours enjôleurs qui n'ont rien à voir avec la réalité de la misère de nos compatriotes. On va écouter Maître, il va nous donner l'exemple. Donnez un exemple. Allez-y. Un seul exemple. Oui. Lorsqu'il y a eu la crise de la Covid, vous savez, il y avait deux crises. La première, c'est qu'il y avait en Europe, tout était fermé. On parle du budget de 2024. Il parle de la mesure d'accompagnement. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Soit les gens ne produisaient pas, ou alors l'offre était inférieure à la demande, et il y avait des surcoûts là-bas, il y avait une augmentation. Et deuxième cas, en Europe, le prix du carburant avait flambé. Ce qui fait que lorsque quelqu'un partait du port du Havre pour Paris, ou de Paris pour le port du Havre pour faire venir une marchandise au Cameroun, le prix devait augmenter. Absolument. Le gouvernement a pris mesure sur le coût assurance fret en disant qu'il y a un abattement de 80%. C'était justement pour, si vous voulez, alléger le coût. C'est une mesure. Ça représentait quoi? Vous êtes où? Pour vous, qu'est-ce qui représente le Cameroun était le seul pays à avoir pris ce type de mesures. Ces mesures ont été prises parce que c'était un contexte mondial, la Covid. Est-ce que ça vous a empêché de détourner les 180 milliards du FMI qui étaient affectés à la riposte de la Covid? Vous employez des mots très durs. Mais lorsque vous détournez, vous avez la pièce. Oui, mais vous n'avez pas eu accès au rapport de la Chambre de comptes. Monsieur, non, mais ce rapport, ce n'est pas moi qui l'ai établi. La Chambre de comptes appartient à la Cour suprême. Monsieur, le gouvernement, le président de la République. Maître Tegem, on vous a seulement fait ça au village. Non, mais Maître Tegem, allez-y, vous avez la parole. Le président de la République, son excellence Paul Biya, a reçu le mandat du peuple camerounais. Et le gouvernement de la République l'accompagne, les parlementaires également. Lorsque la Chambre des comptes rend un rapport qui lui est destiné, ce qu'il fait dans le cadre de son mandat, c'est informer les Camerounais, il rend compte, il exécute bien son mandat. Il y avait 12 cas susceptibles de revêtir il y avait 12 cas susceptibles de revêtir une qualification pénale. Où en est-on aujourd'hui? Vous ne pouvez pas. Où en est-on aujourd'hui? Respecter mais vous avez bloqué la justice. Alors, on avance sur le débat. Alors, Jean-Robert Wafo, sur les... J'ai pris un exemple tout à l'heure. Sur la question, par exemple, de l'introduction, n'est-ce pas, d'un dispositif dans l'outil de production, par exemple, des industries brassicoles. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Est-ce que vous avez le sentiment que les lois de finances qui sont régulièrement votées, d'année en année, permettent, un, de régler la question de l'inflation, deux, de protéger l'économie nationale? Parce qu'on voit bien, il y a un autre exemple, je ne sais pas si on va avoir le temps d'analyser cela, le phénomène de développement des multinationales dans notre pays, avec comme implication directe la fragilisation du tissu industriel camerounais au détriment, bien évidemment, des champions nationaux. Avant de répondre à cette question, j'aimerais très rapidement prendre à défaut Maître Tegem.
l'article 57 alinéa 1 de la loi numéro 2018, base 012, du 11 juillet 2018, portant régime financier de l'État et des autres entités publiques. Je cite. Le projet de loi des finances initiales, y compris les annexes explicatives, est déposé au Parlement au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la session budgétaire. Point. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Non. Lui, il a dit... Il a dit pour corriger ce que vous avez dit. Non, mais il a dit que j'ai coupé. Oui, c'est ce que vous avez donc fait. que j'ai lu en partie. Oui, c'est ce que déjà, vous avez il dit. y a Maintenant, le la texte. différence selon lui Maintenant- entre le Parlement et les députés. Voilà, maintenant, C'est ce dans que le je voulais texte, dire, la on semaine avance. Un député, c'est Avançons. un parlementaire. Et il est le Parlement. Mais il y a deux chambres du Vous Parlement. pouvez le hein. législateur, Avançons, c'est s'il vous plaît. député. Jean-Robert, C'est une fiction avançons. juridique. Avançons, Non, avançons, c'est pas une fiction s'il vous plaît. juridique. Revenons à la question que j'ai posée, je vous en prie. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez dit, vous avez cité, vous avez parlé, n'est-ce pas, des timbres sur les boissons. Oui. L'article L8 bis, parce que je n'ai pas eu assez de temps, puisque j'ai essayé donc de parcourir comme ça, dans le peu que je pouvais, dans le mieux que je pouvais. L'article L8 bis du Code général des impôts dit quoi? Pour la mise en œuvre du système de suivi électronique et de facturation, de la facturation et de la production au niveau des industries brassicoles, ce sera mis en œuvre par un expert externe. Un expert externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y aura une fois de plus la fuite des devises. Il faut corriger cela. Il faut corriger cela. Et cette disposition, et c'est une des raisons pour lesquelles ce truc a été acheminé tard. C'est-à-dire que parce qu'il y a toujours des articles embuscades là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, n'est-ce pas, d'éplucher tous ces articles. Et puis bon, voilà. Et je vais même plus loin. Quand vous prenez même cette loi des finances, et vous savez que le taux d'accroissement des recettes fiscales, c'est de 11,2%, alors que le BIP, alors que le produit intérieur brut, dans le cadre de la prévision, va augmenter seulement de 1%. Le produit intérieur brut augmente de 1%, alors que le taux d'accroissement des recettes fiscales, c'est de 11,2%. Autre chose, le taux de pression fiscale va donc augmenter de 0,4 points. Parce que ça va passer donc de 12,9% à 13,3%. Donc on s'attend, donc il y aura des... Donc de plus en plus de pression fiscale. Pour la pression fiscale, c'est-à-dire que c'est une loi antisociale qui sera votée par la majorité du RDPC. Il faut qu'on le dise ici, c'est clairement. Et puis, moi je vais vous dire une chose. Ce qui se passe est catastrophique. Et quand je le dis, j'ai bien envie de vous poser une question. Vous avez parlé du fait majoritaire. Ouais. Prenons même ce fait majoritaire. Même quand moi je ne suis pas d'accord, et encore que je saurais être d'accord. De quoi avez-vous donc peur pour acheminer, conformément à la loi, les documents à temps aux députés, aux parlementaires? Vous avez la majorité, vous avez donc peur de quoi? Certainement, dans cette loi de finances, ainsi que les annexes explicatives, c'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'ils veulent bien cacher. Et moi, je dis les députés du RDPC... pièges. Il y a des pièges. Et les députés du RDPC doivent faire... C'est-à-dire que... Parce qu'ils ne croient pas qu'il n'y a que les Camerounais seuls qui... Donc, il n'y a que nous, là, qui ne sont pas du RDPC, qui seront touchés. Hein. Eux-mêmes seront bien foudroyés. Il n'y a rien à faire. Je connais des députés qui ont des problèmes là maintenant, de la majorité. Et moi, je dis, il faut respecter la loi. Mais quel est ce pays? Vous avez parlé aussi du GICAM là tout à l'heure. Le GICAM, il y a des procès qui sont pendants. Donc, il y a des affaires qui sont pendantes devant les juridictions depuis plus de 4, 5, 6 mois. Pour une question élémentaire. Vous avez quelqu'un qui convoque une assemblée générale extraordinaire du GICAM, qui passe outre les recommandations du comité des sages. Le comité des sages, c'est qui? Mais c'est des gros noms. C'est des gens, c'est les Paul Foucault Camerounais, c'est les Saméo, c'est les André Siaka, c'est les Olivier Billet. Donc, Olivier Bellet, c'est des gros noms, c'est des grosses pointures. Les textes du GICAM nous disent que, en l'absence de l'approbation du comité des sages,
Il faut une majorité, donc la majorité qualifiée c'est de 3 quarts, c'est 0,75, donc c'est de 75%. Vous organisez une assemblée générale extraordinaire. Vous faites un communiqué, le président sortant fait un communiqué, il dit c'est 73,7%. On attaque la procédure en justice. Est-ce qu'il faut 2 jours pour dire que la fusion ne doit pas être que la fusion là ne doit pas être actée? C'est la même chose, même au niveau de l'affaire de l'affaire donc en début d'émission. Je vais vous dire une chose. Le tribunal militaire est placé sous la responsabilité de qui? Du ministre de la Défense, qui est un ministre délégué à la présidence. Que dit le chef de l'État depuis que cette affaire s'y a éclaté? Rien. Et vous parlez de quoi? L'affaire du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. On prend un texte, on prend un arrêté, on part lire à la CRTV, au poste national. 2 heures après, il y a un communiqué. Et jusqu'aujourd'hui, le directeur de cabinet est en place. Demain, ce sera la même chose et je vous préviens. Et là, je m'adresse au président de la République. Si le prochain remaniement, si vous-même, vous ne venez pas à la télévision dire « Ok, c'est moi qui lis. Premier ministre, chef du gouvernement, tel, machin, votre voix. » Si vous envoyez comme vous envoyez là souvent, sachez une chose. Il y a des ministres qui vont remettre en cause l'authenticité, n'est-ce pas, de votre remaniement. Okay. Et ce sera le bordel partout dans tous les ministères. Très bien. Et c'est vous, M. Tegen, c'est votre parti politique qui est en train de créer ce désordre. Et de toutes les façons, les Camerounais sont éveillés et prêts. Et prêts pour une chose, prêts pour 2025. En 2025, soyez rassurés d'une chose, vous allez partir. Alors, Edmond Kamgia, les indications que vient de donner Jean-Aubert Wafo, et en écoutant d'autres économistes et d'autres techniciens, ce système qui contrôle numériquement ces opérations dans l'outil de production qui va être injecté, dans l'élément qui va être injecté dans l'outil de production de ces industries agricoles, c'est contrôlé de l'extérieur. Et un certain nombre d'économistes expliquent que on est là dans une manœuvre qui risque de profiter plutôt aux multinationales qui ont des avantages par rapport aux structures qu'on a sur place au Cameroun. Ces multinationales ont des avantages et cela va profiter davantage à ces multinationales-là avec des difficultés que les opérateurs économiques nationaux pourront rencontrer. Il y a donc un risque qu'on ait une industrialisation qui s'affaisse au fil des jours, avec malheureusement, à cause malheureusement d'une loi des finances qu'on aura adoptée peut-être un peu à la 642. Oui, malheureusement, c'est pour cela que nous pensions, et nous avons toujours pensé qu'il est important de donner le temps aux parlementaires pour bien examiner la loi de finances, pour proposer même des amendements. Mais il me semble que dans ce pays, chaque fois que les députés ont proposé des amendements, on les a balayés, on les a rejetés totalement, que ce soit les députés de l'opposition ou même du parti au pouvoir. Comme si, naturellement, tous ces textes doivent passer dans une chambre d'enregistrement pour être adoptés de manière totale, sans qu'une virgule ne bouge sur ces textes, tels que proposés par le gouvernement. Effectivement, vous le dites si bien, avec tous ces petits pièges, toutes ces indications qui figurent lorsqu'on lit ce projet de loi de finances, on se rend bien compte que beaucoup de choses vont profiter à l'étranger, c'est-à-dire aux industriels étrangers, à des investisseurs étrangers, au détriment des investisseurs locaux, au détriment de la production locale même. Je parle des investisseurs nationaux parce qu'on voit bien dans ce texte-là que de plus en plus, ce sont les multinationales, effectivement, qui vont, n'est-ce pas, tirer grand profit. Vous voyez déjà avec la manière dont s'est déroulé, n'est-ce pas, le rachat de la Guinness par SABC, qui a donné lieu à beaucoup de polémiques, à une affaire même qui est au niveau de l'arbitrage aujourd'hui, parce que UCB, qui est Camerounais, Union Camerounaise de Brasserie, a porté plainte au niveau des juridictions pour condamner, n'est-ce pas, le non-respect des règles de la concurrence, par exemple. Et c'est important que dans des situations où le gouvernement camerounais peut privilégier les nationaux,
il doit pouvoir le faire. Ce n'est pas forcément à nous. C'est-à-dire que nous, on n'est que des veilleurs, des vigies. C'est-à-dire qu'on est des éveilleurs de conscience. Nous portons à l'attention du gouvernement ces petits manquements-là qui montrent bien que les champions nationaux doivent être privilégiés par rapport aux étrangers que nous appelons de tous nos voeux pour investir au Cameroun. Mais si nous n'encourageons déjà pas les nôtres, ce ne sont pas nos partenaires étrangers qui viendront encourager les investisseurs locaux. C'est le gouvernement lui-même. Surtout qu'il y a un slogan d'import-substitution depuis quelque temps qui est souligné par le gouvernement de la République et qui devrait normalement passer par l'encouragement des nationaux en termes de production pour pouvoir faire face, s'ils le peuvent, à cette grande concurrence que leur imposent ces multinationales qui ont des moyens plus importants que nos compagnies, que nos structures nationales. Christian Massoma va sortir l'émission par un sujet en rapport avec la question du respect des libertés publiques. Vous savez qu'il y a un congrès, le congrès du PCRN qui était prévu à Kribi. Le sous-préfet a sorti une note pour interdire ce congrès, estimant qu'il y avait risque grave de trouble à l'ordre public à partir du moment où il a reçu un document de quelqu'un qui conteste la légitimité du bureau exécutif du PCRN. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a lu un tweet du professeur Maurice Kamto qui dit qu'il a pris la peine de parcourir les documents et il dénonce, n'est-ce pas, cette autre forfaiture. Je vais peut-être retrouver les termes exacts que le professeur Maurice Kamto a employés en rapport avec cette affaire de Kribi. Il dit que c'est une énième attente, une énième atteinte grave aux libertés publiques et d'une émission inacceptable dans le fonctionnement interne d'un parti politique légalisé. Oui. Quand vous voyez la réaction du président national du MRC, vous devez d'abord comprendre son profond attachement en tant que républicain au respect des lois de la République. C'est-à-dire, en quelle qualité le sous-préfet devrait-il interdire la tenue d'un congrès d'un parti politique légalisé au Cameroun? C'est-à-dire qu'on me donne le texte de loi qui autorise un administrateur civil à interdire un congrès d'un parti politique légalisé, représenté même à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un parti politique qui participe à la vie institutionnelle de notre pays. Non, il faut que tout ça s'arrête. Nous sommes en train de banaliser l'expression et la pratique des libertés dans notre pays. D'abord, les administrateurs civils et la plupart des sous-préfets sont restés dans la vieille époque, la vieille école, et pensent toujours que tout est soumis à autorisation dans ce pays. Et ils ont trouvé un subterfuge, risque d'atteinte ou de trouble à l'ordre public, qu'ils généralisent dans tous les cas, et qui fait en sorte qu'ils soient désormais les censeurs de l'expression des libertés publiques dans notre pays. Le président national, un républicain, un homme attaché à la loi, à l'état de droit, ne peut pas cautionner qu'on puisse interdire qu'un parti politique puisse tenir son congrès. Oui, qu'il y ait des dissensions au sein de ce parti politique, c'est les affaires internes du parti. D'ailleurs, elle a indiqué qu'au sein du RDPC, il y a des dissensions il y en a beaucoup. Sans qu'aucun préfet ou il n'a jamais fait cela. Donc, il y en a beaucoup. Les partis politiques vivent avec des animations souvent, avec des agitations internes. Cela est même souvent tributaire de la vitalité au sein de ces partis politiques. Mais il faut que l'administration joue son rôle d'arbitre et de neutralité, fasse preuve de neutralité nécessaire lorsqu'il s'agit de faire respecter les libertés publiques et la loi de 90 en particulier est suffisamment claire sur les différentes attributions en rapport avec les réunions publiques et les manifestations publiques. Souvent même, il y a une confusion qui est opérée chez certains entre la réunion publique et la manifestation. La tenue des réunions publiques est libre. Les tenues des manifestations publiques, la seule opposition, c'est en cas de risque d'atteinte à l'ordre public. Je vais vous donner, parce que c'est un point qui intéresse beaucoup le MRC. Depuis que le MRC existe, nous n'avons jamais tenu une manifestation violente.
Nous n'avons jamais procédé à une casse, à des voies de fait, comme nos amis du RDPC. On les a vus récemment pendant le renouvellement de leurs organes internes, où ils ont sorti des armes blanches, des armes à feu. Il y avait des voies de fait partout. Ils ont troublé l'ordre public partout. Mais rien. Ils ont même brûlé une sous-préfecture. Vous vous souvenez très bien. La résidence du sous-préfet. La résidence du sous-préfet. Rien n'a été fait. Et la justice est Mais chez nous, on nous oppose et on nous a opposé pendant très longtemps le risque d'atteinte l'ordre public et autre chose pour systématiquement interdire, prendre même des interdictions qui violaient la loi. Parce que ça ne s'était pas fait sous forme d'arrêté. Et nous avons dû subir les affres de cette administration qui est très partielle et qui a pour seul objectif de chasser l'opposition et de ne pas permettre que la démocratie qu'il vantait tant. Parce que pour lui, Maître Tegam, la démocratie, c'est synonyme de la capacité que nous avons à pouvoir débattre sur... Non, la démocratie est inclusive et intègre beaucoup de faisceaux et beaucoup de choses pour qu'elle soit réelle dans son application. Et ce n'est pas ce que vous respectez, ce n'est pas ce que malheureusement l'administration respecte dans ce pays. Et pour le cas du PCRN de Cabral-Libye, je pense que le président était dans son rôle de rappeler la mission de l'administration, qui est une mission de veiller à ce que les règles et les lois soient respectées et non de venir museler ou alors entraver la libre expression des partis politiques qui sont pourtant régulièrement légalisés auprès de notre pays. Donc, malheureusement pour nous, nous ne pouvons pas cautionner ce type d'acte parce que ça témoigne du recul, effectivement, de cette perception démocratique que nous avons et nous allons continuer à nous battre pour que on puisse respecter les lois dans ce pays et qu'on puisse laisser les partis politiques, les organisations non gouvernementales, la société civile et tout, pouvoir être des acteurs indispensables de l'évolution démocratique de notre pays. Alors, Maître Georges Tegem, vous avez un parti politique légalisé qui fonctionne de façon régulière depuis un congrès qui a été organisé à Guidigis il y a quelques années maintenant, avec un bureau exécutif issu de ce congrès, dont le PV a été déposé au MINAT, qui a pris acte, un parti politique qui a présenté des candidats aux élections législatives municipales en 2020, avec des résultats, avec des dossiers qui ont été déposés conformément au Conseil constitutionnel, d'un parti qui est reconnu et qui participe à l'animation de la vie politique. Et qui va maintenant organiser son congrès à Kribi, et parce qu'il y a un individu qui a écrit au sous-préfet pour dire, écoutez, on a un problème avec un X ou Y. Le sous-préfet se base sur ce document-là pour interdire le congrès. Est-ce que ça manque pas de sérieux? J'ai beaucoup aimé l'intervention du responsable du RMRC lorsqu'il a parlé de son président en disant que c'était un républicain. Un républicain, c'est aussi quelqu'un qui sait que lorsque la justice est saisie, on fait un peu attention. Parce que dans ce cadre, effectivement, vous dites tout, mais vous ne dites pas qu'il y a une assignation pendante devant les tribunaux. Quand la justice est saisie, il faut respecter l'institution judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait en plein mesure conservatoire? C'est ce que le sous-préfet a fait. Si vous ne respectez pas nos institutions, on les met en place pour qu'elles ne soient pas respectées. Monsieur Massoma, vous ne Qui a saisi la justice? Vous voulez parler de quoi? Il n'y a pas une procédure pendant devant un tribunal à Kael. C'est ça qui fonde le sous-préfet à interdire? Un sous-préfet prend une mesure conservatoire. Mais dans le cas du SDF, il y a un congrès qui se préparait. Oui. Et il y a des militants du SDF qui ont attaqué le SDF et certains des cadres devant le tribunal. Mais ça n'a pas empêché que le congrès puisse se tenir à Bastia. Non, c'est les sous-préfets appréciés au cas par cas. Mais finalement, est-ce que c'est la loi ou bien c'est l'intime conviction comme c'est le cas? C'est ça. Les sous-préfets aussi, c'est l'intime conviction? Sur l'atteinte à l'ordre public, c'est au cas par cas. Et ça, c'est ce qui gêne, mais c'est la loi, c'est comme ça, et ce n'est pas une question camerounaise. Non, les sous-préfets sont devenus les juges, c'est-à-dire ils sont des juges qui s'appuient sur l'intime conviction et non la loi. Sur la question de trouble à l'ordre public, c'est au cas par cas et c'est lui qui apprécie en fonction de sa circonscription de commandement. Et vous pouvez demander quelque chose que ça peut générer comme désordre, de laisser l'appréciation d'une situation de manière totalement subjective à un sous-préfet. Mais vous, excusez-moi, monsieur Massoma, vous, quand vous serez au pouvoir, vous ferez quoi? Vous allez dire au sous-préfet, tu dois faire ceci? Non, on va leur demander de respecter la loi. Mais monsieur, vous êtes des tyrans.
Non. Laisse les sous-préfets travailler. On ne Vous fait êtes plus des de tyrans. respect. Ils vont travailler en Vous respectant êtes la des loi. tyrans. Non du tout. Puisque Il faut qu'ils vous- fassent en respectant la loi. Alors, Il est en train de m'interrompre. permettons à Maître Tegem de finir. On est à la fin de l'émission. Ils sont en train de m'interrompre. Monsieur Massoma, il n'appartient pas, monsieur le président de la République, de dire au sous-préfet de Guidigis, de dire au sous-préfet de Moura, de dire au sous-préfet de Yokadouma, de dire au sous-préfet de Goura comment il Personne ne l'a travaille. dit ici. C'est chaque sous-préfet qui connaît sa circonscription. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes comme monsieur le président de la République, son excellence Pobia, vous savez qu'il faut respecter la décentralisation, surtout dans le cas présent, la déconcentration. Lorsqu'il y a une mesure à prendre, vous consultez l'autorité locale pour lui demander comment ça se passe chez toi. C'est lui qui apprécie en fonction au cas par cas. Et puis, je vais terminer, parce que tout à l'heure, vous avez dit que les PME locales, il faut quand même que je dise un mot là-dessus. C'est juste un mot. Vous voyez, il est en train de m'interrompre. Monsieur Wafo, au Cameroun, on agit sur la simplification des procédures administratives qui permettent de créer une PME en 24 heures. Au Cameroun. Au Cameroun, on agit sur le système social en mettant en place un système de formation des cadres à des conditions plus acceptables avec l'approche par compétences technologiques et professionnelles. Oui, vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas favorisé les PME locales. Permettez-moi de répondre sur les PME locales. Je vais finir. Vous êtes comme ça en train de m'interrompre. On a mis en place l'agent de promotion des PME. On a mis l'agent de promotion des investissements. On a mis en place une agence de promotion des investissements. Permettez qu'il parle. Oui, mais Il a été fait dans la diversion pour tuer les c'est gens. comme ça que vous êtes. Vous, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes allé en balade à Paris, vous êtes revenu au Cameroun, vous étiez pendant la diversion. Et vous le suivez, je parce que vous réponds. répondez. Je réponds sur les PME. Vous avez dit qu'on n'a pas favorisé les PME locales. Permettez-moi de vous dire l'ensemble des mesures qui ont été prises. On a mis en place une banque camerounaise des PME. Qui On a mis en place une agence de promotion des investissements. aujourd'hui? Elle fonctionne Alors, de vous voulez manière sortir- régulière. il est en Donc, train de- je vais terminer tout à fait sur le dernier sujet en disant C'est incroyable. que les Camerounais comprennent très bien. La notion d'atteinte à l'ordre public est appréciée au cas par Très bien. cas. Edmond Kamgia, quelle est votre lecture de cette affaire? Vous avez beaucoup aimé qu'il y ait des leaders politiques de l'opposition qui se liguent derrière le PCRN pour dénoncer cette autre forfaiture. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé que des formations politiques, notamment des leaders de partis politiques de l'opposition, soient solidaires, n'est-ce pas, derrière le PCRN, la direction du PCRN pour organiser son congrès. Parce que dans cette affaire, il faut le dire, c'est mauvais pour la démocratie quand des sous-préfets décident d'intervenir dans la gestion ou le fonctionnement des partis. Et je dois rappeler ici qu'il y a une jurisprudence administrative constante qui démontre que l'administration ne doit pas se mêler de la gestion ou du fonctionnement des partis. Je vais citer deux affaires en passant comme ça. Affaire CPP contre le MINAT. Affaire UPC contre le MINAT. Dans les deux affaires, le MINAT avait été condamné parce qu'il voulait s'immiscer dans la gestion des formations politiques. Donc le sous-préfet, qui en réalité veut s'immiscer dans la gestion du parti politique PCN, ne devrait pas le faire. Parce qu'il procède à il invoque la menace de trouble à l'ordre public parce que selon lui, le promoteur du PCN aurait porté plainte en justice contre la direction actuelle, issue d'un congrès d'un grand Qui n'a jamais contesté. qui n'a jamais contesté On est à 5 ans là aujourd'hui. On a 5 ans, il n'a On n'a jamais entendu. Il y a un contesté PV qui a été le dressé bureau au terme de ce congrès. On a mis en place un bureau exécutif. Personne n'a jamais contesté cela. La justice Et est aujourd'hui, à la veille d'un autre La congrès. justice est saisie. Tout à On fait. apprécie. Alors, Jean-Aubert Wafo, en une seconde. D'abord, je vais sortir citer le de cas de la jurisprudence germinale contre l'État du Cameroun en matière de réunion publique. Oui. Première chose. Deuxième chose, pour faire simple, j'ai ici avec moi une correspondance du ministre de l'administration territoriale à M. Cabral Libi Lingue, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est daté du 9 août 2019. Objet. Changement intervenu au sein du bureau national du PCRN. Monsieur le Président, ça c'est le ministre Atangandi qui écrit. Mais il avait pris acte. On a Il avait cette pris acte. correspondance. Il a pris acte. Voilà. Oui, il a Alors, pris moi, acte. ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, écoutez, il faut arrêter ça. À un moment donné, c'est-à-dire, vous voulez plonger ce pays dans une guerre, Dans le chaos. dans un chaos indescriptible, tel que c'est vous qui serez les premiers à fuir. Les six Parce conseils qu'il est 2019 ils sont passés en 2023. Il est inadmissible. Cabral Libi est président national du PCRN.
en 2020. C'est lui qui signe l'investiture de toutes les listes de tous ces candidats. Tout à fait. Et cela accepté par le Conseil constitutionnel. Accepté par le Conseil constitutionnel. Et de Voilà. cette investiture, donc remettre en cause, en doute, donc le fait que Cabral Libi C'est une est émission président inacceptable. du PCN jeudi, vous êtes en train de faire... D'ouvrir une boîte de Pandore. Merci. Et quelle boîte de Pandore? Ça veut dire que il faudrait que... Donc, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'avait pas le droit de valider les listes du PCRN. Ça veut dire que Cabral Libi, donc les députés du PCRN ne devraient pas siéger à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'on ne devait pas venir installer les maires, dont les exécutifs des communes qui ont été remportés par le PCRN. Je dis c'est très grave. Très bien, on va s'arrêter là pour ce dimanche. Avant qu'il soit trop Merci tard. Jean-Aubert Wafo, merci Edmond Kangia, merci Ahmed Teguin, merci également à vous. Christian Massoma, merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Rendez-vous à la convention du MRC samedi et dimanche prochain au Palais des Congrès.